Le plus grand magicien de soutien a quitté son groupe parce qu'il n'était pas bien payé et a formé un nouveau groupe avec ses 3 jolies étudiantes. Dans un monde où les pouvoirs du seigneur démon en sommeil ont créé des donjons dans le monde entier, Thunderpike est un groupe de rang à qui diffuse en direct ses courses de donjons au monde entier. Le groupe est composé d'un chevalier, d'un guerrier, d'une sorcière, d'une prêtresse et d'un mage. En combinant leurs capacités uniques, ils sont capables d'éliminer de puissants monstres avec facilité. Ils sont très populaires parce qu'ils ont des aventuriers très forts et que leur travail d'équipe les place au-dessus de tous les autres groupes. Cependant, tout ne va pas pour le mieux dans leur travail d'équipe une fois qu'ils sont en dehors du donjon. Yuk, un mage de soutien de rang B, annonce aux membres de son groupe qu'il va quitter Thunderpike. Le chef du groupe, Simon, lui demande ses raisons, et Yuk évoque l'écart de salaire entre lui et les autres membres du groupe. Tout le monde lui dit d'arrêter de se plaindre parce qu'il le paie équitablement pour sa contribution. Ils disent qu'ils ne participent même pas au combat et qu'ils restent à l'arrière, brûlant leurs objets et leurs parchemins. Yuk s'en prend à eux, leur demandant s'ils n'apprécient pas du tout son travail parce qu'il les soutient tous en permanence. Ils se moquent de lui, disant qu'il est inutile et qu'ils devraient être reconnaissants qu'il laisse un perdant de rang B rester dans leur groupe. Ils affirment qu'ils se débrouilleront très bien sans son petit soutien, et c'est le dernier clou du cercueil. Yuk termine son verre et déclare qu'il va quitter le groupe pour toujours, et qu'ils peuvent aller se mettre leur étiquette de rang A dans le cul. Le lendemain, Yuk se rend à la guilde des aventuriers pour s'inscrire au chômage. Au moment où il finit de remplir le formulaire et le remet à la réceptionniste, une rose se jette soudain sur lui et l'enlace fermement. Elle l'appelle « Professeur », et lorsque Yuk la voit, il reconnaît Marina, une mage d'épée qui l'a guidée avant qu'elle ne passe son test d'aventurier. Marina remercie Yuk de l'avoir aidé un peu plus tôt, et il lui demande comment les choses se passent pour elle. Elle lui répond que tout va bien et apprend qu'il est actuellement sur le marché du travail. Marina est très enthousiaste en entendant cela et demande immédiatement à Yuk de rejoindre son groupe. Yuk va rencontrer les membres de son groupe, qui étaient aussi ses élèves avec Marina. La garde elfe Silk et la prêtresse Rin sont toutes deux ravies d'apprendre que Yuk souhaite rejoindre leur groupe, mais elle lui demande s'il est d'accord pour rejoindre un groupe de rang D qui commence tout juste sa carrière. Yuk leur répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, car les groupes de rang A ne lui conviennent plus. Il explique que pour les quêtes et les donjons difficiles, il avait l'habitude d'investir beaucoup d'argent dans des objets consommables, ce qui ne lui permettait pas de gagner beaucoup d'argent, mais qu'avec les quêtes de rang D, il pourra économiser beaucoup d'argent. Sur ce, Yuk rejoint officiellement leur groupe et apprend que les filles avaient prévu d'accomplir une quête pour extraire du minerai de fer magique aujourd'hui. Ils se rendent au donjon pour extraire le minerai magique, et Yuk se souvient avec nostalgie du début de son aventure. Il dit aux filles qu'elles peuvent facilement trouver le minerai magique au 6e étage du donjon, mais elles lui répondent qu'elles ont peur de combattre le monstre boss du 5e étage, et qu'elles passeront donc leur chemin. Yuk suggère qu'elles essaient d'abord de trouver le minerai au 4e étage, et elles se dirigent vers le donjon. Marina a apporté la canne de son grand-père pour chercher les pièges, mais cela les ralentit, alors Yuk décide de prendre les devants. Il montre aux filles une lanterne magique capable de détecter facilement les pièges de bas niveau, ce qui leur permet d'explorer rapidement le donjon. Yuk commence à se rappeler que c'est le premier donjon qu'il a visité avec son ancien groupe, Thunderpike, il y a 5 ans, et que leur guerrier a été gravement blessé par les pièges. Soudain, il sent la présence d'un monstre et dit aux filles de se préparer à se battre. Elles arrivent dans une pièce où des singes loups les attendent. Silk abat rapidement l'un d'entre eux, puis Marina se précipite pour s'occuper des 2 autres. Yuk lance un enchantement physique sur elle pour améliorer considérablement ses capacités, puis prend les monstres au piège pour les arrêter. Marina se débarrasse facilement des 2 monstres et est choquée de voir à quel point c'était facile avec la magie de Yuk. Il lui dit qu'il lui a lancé 3 types d'enchantements en même temps, et tout le monde est impressionné parce que lancer 3 enchantements en même temps demande beaucoup d'habileté. Ils atteignent bientôt l'entrée du 2e étage et, après avoir vérifié leur équipement et leur endurance, ils descendent. Soudain, un groupe de mineurs zombies les attaque, et c'est au tour de Rin de s'en occuper. Silk et Marina essaient de se battre contre les zombies pour gagner du temps et permettre à Rin de terminer son incantation, et Yuk lance un sort de protection sur tout le monde pour que les zombies ne puissent pas s'approcher. Cela donne à Rin suffisamment de temps pour terminer son incantation, et elle souffle tous les zombies avec sa magie sacrée. Tout le monde commence à la féliciter, et Yuk remarque que l'utilisation de la magie sacrée à une telle échelle coûte beaucoup de mana. Il utilise une compétence appelée rafraîchir le mana sur Rin pour recharger ses réserves de mana, et elle est étonnée d'apprendre que Yuk peut l'utiliser. Elle explique à ses amis qu'il s'agit d'un sort rare que seuls les mages rouges comme Yuk peuvent utiliser, et qu'avec ce seul sort, on peut instantanément être admis dans un groupe de rang A. Ils sont tous stupéfaits, et Yuk essaie de jouer les terre à terre en disant qu'il n'a rien de spécial. Ils avancent, et ils continuent à verser de l'eau bénite sur le sol pour que les zombies ne les attaquent pas après avoir été ranimés. Silk pense que cela va coûter très cher et qu'ils n'ont pas le budget pour cela, mais Yuk lui dit de se détendre parce qu'il l'a préparé lui-même. Cela choque Rin car Yuk n'est même pas prêtre, mais il répond qu'il peut utiliser les cendres purifiées des zombies pour fabriquer de l'eau bénite en utilisant l'alchimie.
Ils atteignent bientôt le 4e étage, et Yuk dit qu'ils peuvent trouver le minerai magique à cet étage. Mais avant d'aller plus loin, il veut que tout le monde reconstitue son endurance en mangeant quelque chose. Pour cela, il sort un poêle entier de son sac magique, ce qui excite les filles. Yuk leur dit que si elles travaillent dur, elles pourront un jour s'offrir leur propre sac magique. Il commence à leur faire cuire des œufs et du bacon, puis sort une marmite magique qui leur prépare une soupe de fruits de mer. La femme au foyer à l'intérieur de Rhin devient plus humide que la soupe elle-même en voyant une marmite qui cuit elle-même de la nourriture, et Yuk dit qu'il l'a trouvée dans un donjon de haut niveau et qu'elle coûte cher à réparer. Après cela, il commence à manger, et Silk remarque que la nourriture contient du mana supplémentaire. Yuk lui explique que la cuisine est en fait de l'alchimie, et qu'il a fait des efforts supplémentaires pour leur donner les moyens d'extraire le minerai plus tard. Bientôt, il trouve un lézard rocheux géant, qui porte des minerais sur son dos. Yuk le ralentit avec sa magie, puis Marina utilise son attaque ultime pour le tuer. Elle est vraiment épuisée d'avoir utilisé son ultime une seule fois, mais Yuk reconstitue son mana et lui dit de continuer à s'entraîner à cette compétence. Après cela, ils commencent à extraire le minerai sur le dos du monstre vaincu, mais ils ont besoin de plus. Yuk leur suggère d'aller au 5e étage et de vaincre le chef pour obtenir ce qu'elles veulent. Les filles ont peur car le boss est un monstre très coriace, mais Yuk leur dit qu'il utilisera toute sa puissance pour les aider. Une fois qu'elles ont atteint la salle du boss au 5e étage, Yuk dit aux filles qu'il va se battre seul pour leur montrer ses compétences. Il sort ensuite un artefact caméra flottant pour enregistrer le gameplay du combat contre le boss, et Marina suggère qu'il devrait le diffuser en direct parce que ce serait amusant. Yuk décide de le faire, mais il demande ensuite aux filles le nom de leur groupe pour le diffuser. Elles lui répondent nerveusement qu'elles n'ont pas encore trouvé de nom, mais Marina en trouve un, trèfle, sur le champ. Elle dit que les 3 filles sont les feuilles ordinaires du trèfle, et que Yuk est la 4e feuille, celle qui porte chance. Le nom plaît à tout le monde et Yuk demande aux filles si elles veulent aussi participer à la première diffusion en direct de leur groupe. Elles sont d'accord pour le regarder, alors Yuk s'enchante lui-même et active le mode de diffusion en direct sur la caméra. Il ouvre ensuite la porte de la salle du boss et se rend à l'intérieur pour voir le crabe d'acier géant et hideux. Le crabe l'attaque instantanément, mais Yuk échappe à ses griffes et utilise ensuite 5 sorts d'invalidation pour l'aveugler, l'empoisonner et le paralyser. Le crabe tente d'attaquer sans discernement, mais Yuk utilise la magie de la gravité pour l'écraser instantanément. Il met fin à la retransmission en direct et Marina l'étreint immédiatement, lui brisant presque les os. Yuk met ensuite le crabe dans son sac magique, et ils ouvrent le coffre au trésor qui est tombé après avoir vaincu le boss pour trouver une tonne de trésors et de minerais magiques. Après cela, Yuk et son groupe retournent en ville dans une calèche. Ils se montrent polis et demandent aux filles « Comment évaluez-vous le nouveau membre de votre groupe sur une échelle de 1 à 10 ?» Toutes les filles sont vraiment impressionnées par ses compétences dans le donjon, mais Yuk pense qu'elle serait mal à l'aise de voir quelqu'un de plus âgé qu'elle devenir soudainement un membre du groupe. Les filles lui disent que ce n'est pas du tout comme ça, et soudain, Silk a une idée brillante. Elle dit à Yuk qu'il devrait devenir le chef du groupe parce qu'il est le plus expérimenté et le plus puissant d'entre eux. Yuk est troublé car il ne trouve pas normal qu'un nouveau venu devienne le chef, mais les autres filles sont d'accord, disant que leur groupe a été officiellement formé quand elles ont décidé de l'appeler Trèfle, et que cela fait de Yuk un membre fondateur. Lorsque les filles continuent à faire pression sur lui, Yuk finit par céder et accepte de devenir le chef du groupe afin de pouvoir assurer la sécurité de tous. D'un autre côté, son ancien groupe, Thunderpike, traverse une période difficile dans le donjon. Ils ont trouvé un archer pour remplacer Yuk, mais il ne peut pas les soutenir comme Yuk le faisait auparavant. Ils luttent contre une meute de loups monstrueux, et même le nouveau venu leur jette de l'ombre en leur demandant pourquoi ils sont venus dans un donjon de si haut niveau s'ils sont si faibles. Soudain, la sorcière se fait mordre par un loup, et bien que le chef du groupe parvienne à la libérer, la prêtresse n'a pas assez de mana pour la soigner. Le groupe décide de battre en retraite immédiatement, et tandis que la sorcière se vide de son sang, la prêtresse attend toujours que son mana se recharge. Ils n'ont pas de potion de mana ni même de potion de soin car c'était la responsabilité de Yuk et aucun d'entre eux n'a pensé à la récupérer après son départ. Le nouveau a une potion de soin, mais il ne la donne pas si facilement car il s'attendait à ce qu'un groupe de rang ait une meilleure gestion. Pendant ce temps, Yuk et son groupe fêtent le succès de leur première mission. Tout en buvant, Yuk leur dit que la récompense de la quête n'avait rien d'exceptionnel, mais qu'il avait gagné beaucoup d'argent en vendant le cadavre du crabe d'acier. Il interroge les filles sur la répartition de l'argent entre elles, et Silk lui répond qu'elles mettent tout dans la caisse du groupe et qu'elles utilisent un système d'allocation pour acheter les choses nécessaires. Elle explique qu'elles économisent de l'argent pour acheter un jour leur propre maison, et Yuk apprécie l'idée. Au même moment, son ancien groupe se trouve dans la même auberge, se plaignant de leur échec d'aujourd'hui. Il rejette la faute sur le nouveau, disant qu'il aurait dû être mieux préparé pour les aider. L'archer est furieux qu'il le traite comme un garçon de course et dit qu'il n'aurait jamais pensé que le fameux groupe de rang A serait une bande de salauds qui ne peuvent même pas se torcher le cul. Il leur annonce qu'ils quittent leur groupe immédiatement, et Yuk se retourne juste à temps pour le voir.
Ne voulant pas attirer l'attention sur son ancien groupe, il dit aux filles qu'après chaque quête réussie, elles prendront 2 jours pour se reposer et récupérer. Il leur dit qu'il fera des provisions d'objets utiles pendant ce temps, et qu'elles pourront partir pour une autre mission le 3e jour. Soudain, l'auberge commence à diffuser en direct la vidéo de Hyuk battant le crabe d'acier, qui est devenu viral en l'espace d'une demi-journée. Tout le monde s'intéresse à Hyuk et à son groupe parce qu'il a vaincu un monstre boss avec seulement des sorts d'affaiblissement. Cependant, cela énerve les membres de son ancien groupe, qui pensent que Hyuk joue dans la ligue la plus basse pour améliorer son ratio KD. Il s'avère qu'ils ne sont pas les seuls à être jaloux de Hyuk, puisqu'un noble gros et le maudit également de loin. Quoi qu'il en soit, 3 jours plus tard, Hyuk se rend à la guilde pour choisir une quête assez facile pour les filles, mais avec une bonne récompense, et la réceptionniste lui suggère une quête de rang, c'est pour récupérer des pierres magiques dans une chute d'eau. Elle dit que ce devrait être une quête de randée, mais que des monstres étranges rôdent dans la région depuis peu, et qu'elle est donc devenue plus difficile. Alors que Hyuk est en train de réfléchir, les filles arrivent en courant et acceptent la quête sans même poser de questions. Ce n'est qu'après le départ de la réceptionniste pour enregistrer la quête que Hyuk a l'occasion d'expliquer qu'elle risque d'affronter un monstre au cours de la quête. Les filles décident tout de même de participer à la quête pour gagner plus de points et d'argent. Hyuk leur dit de se préparer et de le retrouver dans 30 minutes, puis la réceptionniste arrive avec le reçu de la quête. Elle dit à Hyuk de retransmettre en direct ses combats de quête, car il est devenu une petite célébrité depuis sa dernière retransmission en direct. Il quitte alors la guilde et sent immédiatement que quelqu'un le suit. Il conduit le harceleur dans une ruelle louche, et il s'avère qu'il s'agit de l'affreux noble jaloux. Hyuk lui demande s'il a quelque chose à faire avec lui, et le noble sort son épée, lui disant de quitter Clovey immédiatement. Hyuk utilise discrètement un sort de piège sur lui, puis demande au gros s'il a perdu la tête pour avoir dit au chef du groupe d'abandonner. Le gros lui répond qu'il a trouvé les filles en premier et qu'il va rejoindre leur groupe pour devenir leur daddy sugar, mais Hyuk pense qu'il n'est qu'un junkie qui a trop bu de champignons magiques aujourd'hui. Il refuse de quitter le groupe et s'en va, et alors que le noble tente de l'attaquer, il trébuche sur le sort du piège et s'assomme. Une fois que Hyuk a rejoint les filles pour la quête, elle lui raconte que le gros incel les a approchés quelques jours plus tôt et leur a proposé de rejoindre leur groupe comme s'il les aidait. Cependant, ses compétences étaient moyennes, et elles ont décidé de l'ignorer puisqu'il n'acceptait pas de refus. Hyuk pense également que ce type doit être stupide s'il peut dégainer son épée avec autant de désinvolture dans la rue, et il décide de le signaler à la guilde à leur retour. Ensuite, Hyuk aborde le sujet de leur quête et dit que, bien qu'elle soit très simple, ils devront peut-être affronter des monstres de type bête sauvage. Les filles lui disent qu'elles ont visité la région il y a environ 2 mois, mais qu'elles n'ont pas rencontré de monstres à l'époque, et qu'il n'y avait pas non plus d'animaux ordinaires dans les environs. La deuxième partie inquiète Hyuk, et il dit que la seule raison pour laquelle tous les animaux fuient la forêt est la présence d'un monstre puissant. Il dit aux filles que le monstre était présent dans la forêt à l'époque, mais qu'elles ont eu la chance de ne pas le rencontrer. Il dit que dès qu'elles atteindront la forêt, il commencera à tout enregistrer et que si elles rencontrent le monstre, il le retransmettra en direct. Le mieux serait qu'ils gagnent, mais s'ils perdent et doivent s'enfuir, il veut que la vidéo soit en direct pour que la guilde puisse les voir et envoyer de l'aide à temps. Ils atteignent bientôt la forêt, et Hyuk commence à enregistrer pendant qu'il marche à l'intérieur. Il marche à la fin du groupe car les bêtes sauvages attaquent les groupes par derrière et dit aux filles de ne pas s'inquiéter pour lui car il porte une armure spéciale de sorcier qui lui donne des statistiques de défense très élevées. Ils atteignent bientôt la cascade, mais Hyuk sent quelque chose et active immédiatement le mode de diffusion en direct. Une seconde plus tard, le monstre qui terrorise la forêt apparaît, et à la grande horreur de Hyuk, il s'agit d'un monstre de haut rang appelé le Zarnag, que l'on trouve au plus profond des donjons de haut rang. Tout le monde panique en entendant cela, et Hyuk s'avance devant les filles. Il leur dit qu'elles doivent s'enfuir immédiatement car elles mourront si elles se battent contre le Zarnag. Il décide de rester en arrière et de l'arrêter jusqu'à ce que les filles se mettent en sécurité et que la guilde envoie des renforts. Mais soudain, Marina tire son épée et dit à Hyuk qu'elle ne l'abandonnera pas. Silk et Rin sont également d'accord avec elle et commencent à utiliser leur pouvoir pour ralentir le monstre afin de pouvoir le tuer. Hyuk n'a pas d'autre choix que de les laisser participer à l'action, et il enchante d'abord leur capacité physique. Marina se précipite pour arrêter le monstre, tandis que Rin incante son sort, mais elle est repoussée par une gifle. Hyuk tente d'étourdir le monstre à l'aide de la magie de la foudre, puis lui jette de nombreux sorts, mais malgré cela, il ne semble pas ralentir. Hyuk se rend compte qu'il s'agit d'un monstre spécial et demande à Marina de lui faire gagner du temps pour qu'il puisse utiliser un sort très puissant. Marina commence à se battre contre le monstre, puis Silk appelle les dryades de la forêt à l'aide et lie le monstre avec des lianes. Alors que les deux filles font de leur mieux pour bloquer le monstre, Hyuk finit d'incanter son sort de niveau 5, flèche prismatique. Il dit à Marina de reculer avant de tirer sur le monstre avec une puissance dévastatrice. Alors que la flèche prismatique frappe le monstre, celui-ci gémit de douleur, mais rien d'autre ne se passe. Hyuk pense qu'il n'a pas réussi à infliger de dégâts, mais alors que le monstre charge vers eux, un liquide noir commence à s'écouler de tous ses orifices. Le monstre semble affaibli par son attaque,
mais il est encore assez fort pour les attaquer. Rin décide alors de l'achever avec une puissante attaque magique. Elle utilise le sort de niveau 5, Foudre, pour frapper le monstre, mais malgré cela, il ne tombe pas. Cependant, Yuk réalise que le monstre a été étourdi par les attaques puissantes qu'il a subies, et c'est l'occasion parfaite pour en finir. Il dit à Marina de se lancer et de tuer le monstre. Elle se précipite vers lui, activant sa compétence ultime, tandis que Yuk en profite pour charger son épée et infliger un coup critique. La tête du monstre tombe dans la rivière, le ciel s'éclaircit, et un jet de sang jaillit. Tout le monde est soulagé, puis Yuk se souvient qu'il était en train de diffuser ce combat en direct. Il remercie tous les spectateurs d'avoir suivi le combat jusqu'au bout et met fin au stream. La vidéo devient instantanément un succès dans la ville, et la popularité du groupe Clové augmente encore davantage. Cependant, le leader de l'ancien groupe de Yuk est furieux à cause de cela. Pendant ce temps, Yuk se sent étourdi après avoir utilisé trop de mana lors du combat. Derrière lui, les filles discutent avec excitation de leur combat, et Yuk pense que cette vidéo donnera un énorme coup de pouce à leur carrière. Il s'approche d'elles, les félicite pour la mission réussie, mais ajoute qu'il va les punir pour ne pas avoir écouté ses ordres plus tôt. Les filles le confrontent, disant qu'elles vont aussi lui faire la leçon parce qu'il prévoyait de se sacrifier tout à l'heure, et elle n'aurait jamais permis que cela arrive. Yuk réalise que c'est un match 1 contre 3, et qu'il ne peut pas gagner contre les filles, alors il dit qu'ils reviendront plus tard sur les erreurs commises. Peu après, ils atteignent le lac où ils doivent accomplir leur mission, mais les filles ont envie de se baigner. Yuk leur dit de profiter de l'eau pendant qu'il installe le campement. En entendant les filles s'éclabousser joyeusement, il se souvient comment il les entraînait pour en faire des aventurières il y a seulement 6 mois. Il leur parlait sans cesse des moyens de s'améliorer et de renforcer leur groupe, mais il avait toujours le sentiment qu'elles formeraient une excellente équipe. Il est encore surpris d'avoir fini dans le même groupe qu'elle et pense que la vie est vraiment imprévisible. Quelques jours plus tard, Yuk et les filles sont convoquées par le maître de guilde, et les filles sont anxieuses à propos de cette réunion. Yuk pense que le maître de guilde veut parler du monstre de haut niveau qu'ils ont vaincu dans la forêt, car une quête aussi dangereuse n'aurait pas dû être confiée à un groupe de randés comme le leur. Il pense que normalement, n'importe quel maître de guilde les féliciterait, mais il sait que le vieil homme qui dirige cette guilde n'est pas normal. C'est alors que le maître de guilde Benwood arrive et confronte immédiatement Yuk, lui disant qu'il a vraiment fait quelque chose de gênant cette fois. Yuk lui répond que ce n'est pas de sa faute, et Benwood lui demande sévèrement de lui dire ce qu'il n'a pas mentionné dans le rapport. Son ton effraie les filles, et Yuk s'emporte contre le vieil homme pour les avoir intimidées. Cependant, c'est exactement ce que le maître de guilde attendait, et il dit à Yuk qu'il aurait dû arrêter de parler poliment plus tôt s'il voulait qu'il cesse de faire peur. Benwood s'assoit ensuite et demande à tout le monde de s'asseoir également. Il demande à Yuk de répondre à sa question maintenant et de lui dire ce qu'il pense du monstre qu'il a rencontré dans la forêt. Yuk lui dit que les indices montrent qu'il s'agissait d'un cas de débordement, mais pas du genre qu'on trouve dans les H-animes. Benwood s'inquiète en entendant cela et demande à la réceptionniste de générer une quête d'investigation. Pendant ce temps, Marina demande à Yuk ce qu'est un débordement, et il explique que cela se produit lorsqu'un catalyseur fait sortir des monstres des donjons. Si les choses empirent, cela peut conduire à une ruée où une immense armée de monstres détruit tout sur son passage. Les filles sont inquiètes en entendant cela, mais Benwood leur dit que la guilde s'occupera de l'enquête. Il s'incline ensuite devant eux et s'excuse de les avoir mis en danger. Les filles sont surprises et disent qu'elles allaient bien parce que Yuk était avec elles. Le vieil homme dit qu'il a regardé le stream et pense qu'elles sont aussi très compétentes, c'est pourquoi il va les promouvoir au rang C. Les filles sont ravies d'entendre cela, puis Benwood se tourne vers Yuk pour lui annoncer une autre bonne nouvelle, il est promu au rang A parce que le sort de flèche prismatique qu'il a utilisé pendant le combat est un nouveau sort qu'il a créé, et tous les officiers de la guilde estiment qu'il mérite cette promotion. Yuk a du mal à réaliser ce qui se passe, mais Benwood sort les documents de promotion et lui demande de les signer. Plus tard, Yuk et les filles se rendent à la guilde pour célébrer leur promotion. Yuk remet les gains de la mission à Silk, qui constate que la somme est bien plus élevée que ce qu'elle attendait. Elle empile les pièces d'or pour les compter, et au fond de la bourse, Benwood a laissé une pièce de platine en guise d'excuse. Les filles sont excitées de voir la pièce de platine, puis Silk dit qu'après avoir ajouté les gains d'aujourd'hui, ils ont assez d'argent pour acheter leur propre base. Ils commencent à boire et à manger pour célébrer cette occasion spéciale, puis Rin demande à Yuk quel est son rêve en tant qu'aventurier. Il lui dit qu'il rêve de défier le dernier étage du donjon nommé Ténèbres Infinies, ce qui fait que les filles recrachent leur boisson, car ce donjon est réputé incroyablement dangereux. Yuk dit que c'est vrai, car le dernier étage du donjon abrite la porte des abysses qui mène aux enfers. Il dit qu'il n'a pas l'intention de traverser la porte des abysses, mais qu'il veut la voir de ses propres yeux. Il raconte aux filles que son oncle, un grand aventurier, a un jour défié le dernier étage du donjon des Ténèbres Infinies et a vu la porte. Bien qu'il n'ait pas réussi à vaincre le dernier étage, ces histoires ont inspiré Yuk à essayer un jour. Marina aime l'idée et dit à Yuk qu'il devrait bientôt se rendre dans ce donjon et diffuser leur combat en direct, mais il lui répond que ce n'est pas si simple. D'abord, ils doivent être un groupe de rang A, et en plus,
Ils ont besoin de l'autorisation du gouvernement pour entrer dans le donjon. Les filles sont motivées en entendant cela et promettent à Yuk qu'elles deviendront plus fortes pour qu'un jour, elles puissent défier ensemble ce donjon dangereux. Peu après, le groupe Clové se lance dans une autre mission et diffuse leur combat en direct comme d'habitude. Pendant que Marina combat en première ligne, Yuk la guide et protège tout le monde avec des barrières magiques. Silk utilise des lianes pour immobiliser le monstre, puis Rin l'attaque avec un puissant sort de foudre. Pour en finir, Yuk utilise un parchemin magique pour invoquer une magie de pierre sur le monstre, le tuant. Le stream est bien accueilli par le public, mais pas par l'ancien groupe de Yuk, Thunderpike. Ils sont jaloux du succès de Yuk, mais plus encore, ils s'inquiètent de leur propre déclin. Ils blâment tout sur les nouveaux membres qui ont rejoint leur groupe, les qualifiant d'inutiles. De plus, la magicienne de leur groupe évite de sortir avec eux depuis qu'elle a été blessée, et elle commence à prendre du retard lors des missions. Ils pensent qu'ils devraient peut-être convaincre Yuk de revenir dans leur groupe, car quand il était avec eux, ils ne rataient pas leur mission aussi lamentablement. Ils envisagent de réduire le salaire de la magicienne, la jugeant inutile, et d'augmenter un peu celui de Yuk pour qu'il n'ait pas de problème à revenir. Pendant ce temps, Yuk et les filles reviennent en ville après leur mission et sont choqués de voir le leader de Thunderpike, Simon, les attendre à la porte. Yuk est surpris de le voir et dit aux filles d'aller faire leur rapport à la réceptionniste pendant qu'il s'occupe de cela. Les filles entrent silencieusement, puis Yuk demande à Simon ce qu'il veut. Simon l'invitait à discuter autour d'un verre, mais Yuk refuse, disant qu'il est fatigué à cause de la quête. Il commence à rentrer, mais Simon l'arrête, lui disant de revenir dans Thunderpike. Marina et les autres écoutent avidement cette conversation depuis l'autre côté de la porte et s'inquiètent lorsque Simon rappelle à Yuk leur longue amitié et leur rêve de défier ensemble la porte des abysses. Il dit que Yuk devra être dans un groupe de rang A pour même essayer cela, et c'est pourquoi il devrait revenir dans Thunderpike. Cependant, Yuk repousse sa main, lui disant qu'il est le leader de l'équipe Clové et qu'il ne les quittera pas. Cela énerve Simon, qui essaie de manipuler Yuk en lui faisant porter le blâme pour l'échec de Thunderpike après son départ. Mais Yuk lui dit de grandir et de gérer ses problèmes comme un adulte. Il entre dans le bâtiment de la guilde tandis que Simon crie qu'il le regrettera, et ce tumulte attire l'attention du gros balourd qui avait déjà essayé d'attaquer Yuk par le passé. Pendant ce temps, Simon trouve les filles très anxieuses à propos de la conversation, et lorsqu'il les rassure en disant qu'il ne quittera pas le groupe, Marina l'étreint si fort qu'il sent ses os craquer. Il parvient tant bien que mal à la repousser, puis ils vont boire un verre ensemble. Peu après, ils reçoivent une quête d'une boutique d'armure populaire appelée Hurty. Yuk leur explique que la boutique lance une nouvelle collection axée sur les aventurières, et comme leur groupe est composé à 75% de femmes, ils ont décidé de les choisir comme égérie. Les 3 filles recevront des armures de haute qualité de la boutique, et celle-ci pourra utiliser les vidéos de leurs exploits dans les donjons pour se promouvoir. Les filles sont surprises par cette bonne nouvelle et découvrent qu'elles recevront les armures gratuitement, en plus d'être payées pour la quête. Elles sont très excitées, et bientôt, leur groupe se rend dans la ville où se trouve la boutique d'Hurty. Alors que Yuk attend sur le marché, repensant à l'époque où il est venu dans cette ville avec son ancien groupe, les filles récupèrent leur nouvel équipement. Elles reviennent en courant pour montrer leur nouvelle tenue à Yuk, et il sent son sang affluer vers son 3e membre. Il leur dit qu'au lieu de diffuser leur combat en direct cette fois, ils devront remettre l'enregistrement à Hurty comme convenu dans la quête. Il commence à enregistrer, puis son groupe entre dans le donjon. Yuk explique aux filles que ce donjon ne fait que 4 étages, mais que son dernier niveau abrite la porte d'un donjon plus grand, et que leur objectif est d'atteindre ce second donjon. Ils arrivent dans une grande salle, et Yuk ramasse une pierre qu'il jette en bas pour montrer aux filles qu'une distorsion spatiale empêche quiconque de prendre des raccourcis ici. Il leur demande de faire attention à ne pas tomber dans les escaliers. Alors que Marina et Silk acquiescent immédiatement, Rin semble contrarié par Yuk, et il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Marina et Silk lui disent qu'il n'a pas assez fait attention à Rin plutôt parce qu'elle est plate comme la terre, et Yuk remarque immédiatement le nouveau ruban dans ses cheveux. Il dit à Rin qu'elle est mignonne avec ce ruban qui correspond à la couleur de ses cheveux, et cette Neddy au rougit et l'étreint immédiatement. Avec cela, ils descendent au niveau suivant du donjon, et Yuk détecte bientôt un piège à l'aide de sa lanterne magique. Il touche le piège avec la canne de sa grand-mère, et soudain, des lances jaillissent des 4 murs. Il passe entre les lances et rencontre bientôt le premier monstre du donjon. C'est un groupe d'orques, et Silk dégaine furieusement son arc, car les elfes détestent les orques comme les chrétiens détestent les gays. Yuk lui dit de se calmer, car sa colère pourrait briser leur formation, mais il l'assure qu'ils vont exterminer ces monstres hideux. Il évalue que les orques ressemblent à des soldats de bas niveau, mais qu'ils sont plus organisés qu'il ne l'aurait imaginé. Il demande à Rin de charger une puissante attaque magique pour les frapper tous en même temps, puis dit aux 2 autres filles de se préparer à achever les survivants. Yuk lance un sort d'enchantement sur tout le monde, puis Rin envoie une attaque de feu dévastatrice qui brûle les orques. Ensuite, Yuk utilise un parchemin magique pour les écraser sous des rochers, et Silk le soutient en tirant sur les orques. Ils parviennent à en tuer 2, et les 2 orques restants se ruent vers eux. Yuk utilise un sort de paralysie pour les ralentir, puis Marina charge en avant,
utilisant son attaque ultime pour vaincre un orc. Silk tire sur l'autre orc pour le distraire, puis Marina l'attaque également, lui fendant le crâne d'un coup. Yuk s'approche des orcs morts pour récupérer leur pierre magique et demande à Silk si elle s'est calmée. Elle s'excuse pour s'être énervée en voyant les orcs, mais Yuk comprend que cela fait partie de son ADN d'elfe. Silk est heureuse de l'entendre, et c'est alors que Marina arrive avec un parchemin endommagé qu'elle a trouvé sur l'un des orcs. Yuk constate que c'est un artefact capable de révéler les capacités cachées d'un aventurier. Il dit qu'ils ne peuvent pas l'utiliser maintenant car il est endommagé, mais qu'il peut le réparer avec ses compétences en alchimie. Il dit aux filles que l'une d'elles pourrait l'utiliser au lieu de le vendre, car cela améliorerait leur talent et pourrait même débloquer une nouvelle classe de métier. Silk et Rin disent toutes les deux qu'ils devraient laisser Marina l'utiliser, car elle n'a qu'une seule classe de métier. Alors que Marina rêve de la classe qu'elle pourrait obtenir, un coffre au trésor apparaît soudain devant eux en récompense pour avoir vaincu les orques. Plus tard, pendant qu'ils font une pause déjeuner, ils découvrent que le coffre contenait un sac magique, et tout le monde décide de le donner à Rin, car les soutiens comme elle en ont plus besoin. Ensuite, ils se rendent au 4e étage du donjon, et Yuk explique aux filles que l'entrée du second donjon était autrefois gardée par un monstre boss, mais qu'il n'y en a pas eu depuis des années. Les filles lui demandent plus de détails sur ce boss, et il leur parle du traqueur des ombres, un monstre qui semblait fait d'obscurité pure. Marina repère quelque chose qui ressemble exactement à cela au loin et demande à Yuk s'il parle de ça. Yuk est stupéfait de voir qu'il y a un véritable traqueur des ombres dans le donjon. Il braque sa caméra sur lui, car les traqueurs des ombres sont très rares. Il pense que le traqueur des ombres ne les atteindra pas rapidement, car personne ne peut simplement sauter d'un étage supérieur, mais le boss décide de prouver qu'il est différent. Il saute en bas et brise la barrière invisible qui empêchait quiconque de prendre des raccourcis. Yuk panique et réalise qu'ils n'ont d'autre choix que de combattre. Il sort immédiatement un parchemin pour lancer plusieurs enchantements sur les filles, mais le boss envoie une vague d'obscurité vers Marina, brisant sa barrière et l'assommant. Pendant que Rin la soigne, Yuk et Silk se tiennent face au traqueur des ombres. Yuk charge vers lui, et alors que le monstre détruit sa barrière, il comprend qu'il peut détruire les boucliers magiques. Il utilise un sort d'illusion pour distraire le boss avec un clone pendant qu'il se place derrière lui et applique 3 enchantements à son épée pour attaquer. Cependant, alors qu'il est sur le point de frapper, le boss utilise un sort de malédiction pour geler complètement son corps. Yuk réalise que ce monstre est vraiment fort et intelligent, et qu'ils n'ont aucun moyen de le vaincre. Il veut dire aux filles de fuir, mais son corps est paralysé, et il ne peut même pas prononcer un mot. Les filles paniquent en voyant leur leader terrassé, puis le traqueur des ombres envoie une tempête d'obscurité vers elle. Rin la bloque avec un bouclier sacré, puis Silk invoque de puissantes lianes pour attaquer le boss. Il esquive tout et attaque Silk par derrière pendant que Rin essaie de ranimer Yuk. Heureusement, Marina est de retour. Silk prend le commandement en l'absence de Yuk et dit à Rin d'enchanter l'épée de Marina avec un élément sacré. Rin le fait, et Marina essaie d'attaquer le boss de près, mais il esquive tout. Rin utilise un sort à grande portée pour l'attaquer, mais le boss disparaît et réapparaît près de Marina et Rin, les blessant avec ses griffes acérées. Ensuite, il utilise une puissante magie pour envoyer des rayons d'obscurité sur les filles de tous les côtés, mais alors que tout espoir semble perdu, Yuk reprend ses esprits et utilise un parchemin qui crée un bouclier sacré autour d'elle. Il jette l'artefact de haut niveau qui l'a protégé de dégâts mortels et dit au traqueur des ombres qu'il paiera pour avoir blessé ses filles. Il lance immédiatement 1000 cercles de pièges au sol, et quoi que fasse le monstre, il ne peut pas tous les éviter. Il glisse sans cesse, puis Yuk utilise tous les sorts d'affaiblissement qu'il connaît pour l'affaiblir. Il utilise ensuite un sort de soin pour remettre les filles en pleine forme. Ensuite, Silk utilise un sort de niveau 4 pour lier le boss dans des lianes solides et fait pousser des épines acérées pour le transpercer. Après cela, Marina l'attaque avec son attaque ultime, et enfin, Rin lance un sort de purification pour exorciser le monstre fait d'obscurité. Le combat se termine ainsi, et Marina court immédiatement étreindre Yuk et lui écraser les côtes. Ensuite, Yuk demande à Rin ce qu'elle a appris sur le traqueur des ombres pendant ce combat, et elle révèle qu'il s'agissait d'un zombie avec une densité de mana incroyablement élevée, ce qui ne devrait pas être possible naturellement. Elle pense que c'est un signe clair de débordement, et tout le monde s'inquiète. Marina et Silk suggèrent de commencer un stream pour informer tout le monde, mais Yuk s'y oppose. Il dit qu'ils portent des armures qui n'ont pas encore été dévoilées, et si elles les montrent sans l'autorisation de leurs clients, cela poserait problème. Il pense qu'ils devraient simplement atteindre le second donjon et terminer leur quête pour informer rapidement la guilde. Ils commencent à avancer, mais Rin l'arrête et soigne la blessure sur son visage avant qu'ils ne continuent leur mission. Ils atteignent bientôt la porte du second donjon et terminent leur mission en la touchant. Plus tard, ils retournent en ville, et Yuk fait son rapport à la guilde sur l'existence du traqueur des ombres. Il sort pour dire aux filles qu'elles pourront être interviewées plus tard, donc elles resteront dans cette ville quelques jours de plus. Elles sont très excitées et disent à Yuk qu'elles devraient faire du tourisme pendant leur temps libre, et il accepte volontiers. Pendant ce temps, l'ancien groupe de Yuk, Thunderpike, traverse une période difficile depuis son départ.
Ils se plaignent de manger de la nourriture séchée, car quand Yuk était avec eux, il pouvait manger quelque chose de nouveau à chaque fois grâce à son pot magique. Ils ne coopèrent pas vraiment bien entre eux et laissent les tâches importantes à la guérisseuse et à la magicienne. En plus de cela, la magicienne est traitée comme une Aron Girl, et tout le monde lui dit d'apprendre des compétences utiles, car elle est trop faible et ne contribue pas beaucoup au combat. Quoi qu'il en soit, elle allume le stream avant que leur groupe n'entre dans le donjon, mais en quelques heures, ils reviennent à la guilde après avoir échoué la mission. La réceptionniste sourit en leur disant qu'ils échouent beaucoup récemment, et si cela continue, ils pourraient être rétrogradés. Cela met Simon en colère, mais la réceptionniste reste ferme et lui dit de prendre des quêtes plus faciles pour sauver la réputation de son groupe. Après cela, ils commencent à boire et à manger, et la magicienne, Jamie, s'assoit à une table séparée. Le grand guerrier est furieux que la réceptionniste ait parlé de rétrogradation, mais Simon dit qu'elle a raison, car ils ne peuvent pas prendre de quête de haut niveau à seulement 4. La guérisseuse lui dit de trouver un autre membre dans ce cas, car c'est son travail en tant que leader. Les trois en viennent rapidement à la conclusion qu'ils ont besoin de Yuk de retour dans leur équipe à tout prix, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Simon, étant l'ami d'enfance de Yuk, sait qu'il ne reviendra pas si facilement, et s'ils veulent attirer son attention, ils ont besoin de quelque chose qui le convaincra. Il dit que s'ils veulent intéresser Yuk, ils devront défier le donjon des ténèbres infinies, car cela a toujours été son objectif. Il pense que s'ils font une quête conjointe avec d'autres groupes, ils pourront attirer Yuk. Simon dit qu'ils doivent juste faire semblant d'être sérieux, car Yuk ne pourra pas réfléchir correctement en entendant leur offre de rejoindre leur groupe. Le guerrier et la guérisseuse sont d'accord, mais la magicienne, Jamie, est vraiment déçue de voir à quel point son groupe a sombré. D'un autre côté, Yuk et ses filles sont de retour en ville après leur quête réussie. Alors qu'ils se promènent sur le marché, tout le monde reconnaît les filles grâce à la vidéo publicitaire de la marque d'armure populaire Hurty, mais certains hommes sont aussi jaloux d'elles. Quoi qu'il en soit, ils sont en mission pour trouver une maison à louer pour leur groupe. Leur agent immobilier les emmène d'abord voir une maison en banlieue, mais Yuk la refuse car elle ne semble pas très sûre pour des femmes. Ensuite, l'agent leur montre une autre maison, et tout le monde pense qu'elle est mieux que la précédente. Yuk demande à l'agent de la mettre de côté pour eux, et il dit qu'il a une dernière option à leur montrer. Il les emmène à la dernière maison, mais Yuk devient nerveux en s'approchant, car la base de Thunderpike se trouve aussi dans cette région. En entendant cela, toutes les filles décident qu'elles n'ont même pas besoin de voir la troisième propriété, car elles ne veulent pas avoir ces connards comme voisins. Ainsi, ils achètent la deuxième maison, et leurs affaires y sont rapidement déménagées. Yuk demande aux filles si elles ont choisi leur chambre, car elles devraient ranger leurs affaires rapidement, et elles disent qu'elles y réfléchissaient justement. Silk demande à Yuk quelle chambre il veut, et il est confus car il ne prévoyait pas de rester avec elle. Il essaie de leur dire que ce n'est pas une bonne idée, car il est un homme après tout, mais les filles rient de Yuk, qui est mal à l'aise à la simple idée de partager une maison avec 3 filles. Marina lui dit que c'est leur base de groupe, donc ils devraient tous rester ensemble, et personne ne lui en voudra s'il les surprend accidentellement sous la douche ou coincés dans la machine à laver. Yuk leur dit qu'il n'a aucune envie de voir leurs cuisses et leur demande de garder leur porte verrouillée en permanence, car elles ne devraient faire confiance à aucun homme, pas même à lui. Avec cela, ils s'installent dans leur nouvelle maison, et Yuk achète même une télévision OLED de 64 pouces pour qu'ils puissent regarder leurs vidéos enregistrées en 4K. Les filles le remercient pour le cadeau, et ils trinquent pour célébrer l'achat de leur propre base. Alors qu'ils commencent à boire, le regard de Rin reste collé à la télévision, et lorsque Yuk regarde l'écran, il voit son ancien groupe annoncer qu'ils vont défier le donjon des ténèbres infinies. Il y aura d'autres groupes de haut niveau avec eux pour cette quête d'exploration, et même le royaume leur a donné l'autorisation d'entrer. Yuk est stupéfait d'entendre cela, et ses filles essaient de le réconforter. Il leur dit qu'il n'a pas de FOMO, Fear of Missing Out, car le donjon sera toujours là après cette mission. Il dit qu'il veut explorer le dernier étage du donjon et atteindre la porte des abysses, mais maintenant, il veut le faire avec ses filles. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car ils atteindront le donjon un jour, et ils diffuseront en direct leur plus grande aventure. Alors qu'ils recommencent à manger et à boire, une lettre glisse sous la porte, et Yuk découvre qu'elle vient de la guilde. Il s'y rend immédiatement, et la réceptionniste lui remet une lettre d'invitation de Thunderpike, qui veut qu'il rejoigne leur groupe pour l'exploration du donjon des ténèbres infinies. Ils promettent de le rendre membre permanent après la quête, mais Yuk ne veut rien d'eux, et il demande à la réceptionniste de refuser l'invitation en son nom. Après cela, Yuk et Rin vont faire des courses, mais Simon les trouve là-bas. Il est furieux parce que Yuk a refusé l'invitation de rejoindre leur groupe et lui demande s'il a oublié son rêve d'explorer le donjon. Yuk reste calme et lui dit qu'il est fier que son ancien groupe explore le donjon le plus difficile et lui souhaite bonne chance. Simon perd son sang-froid et dit que leur plan a besoin de lui dans le groupe, mais Yuk refuse à nouveau. Simon essaie de l'intimider en criant, mais Yuk lui dit d'utiliser son cerveau pour une fois. Il lui rappelle qu'envoyer une demande à quelqu'un qui est déjà dans un groupe est considéré comme de mauvaise manière, et qu'il est libre de refuser toute demande.
Le chevalier reproche à Yuk tout ce que leur groupe a traversé depuis son départ, mais c'en est trop. Yuk ne peut plus le supporter et lui dit que quitter le groupe était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il commence à crier sur Simon, lui rappelant qu'il lui a laissé toutes les tâches qui n'impliquaient pas de combattre. Il dit que le groupe avait la vie facile parce qu'il faisait tout le travail important, mais qu'ils n'ont jamais valorisé sa contribution. Simon est surpris par sa colère, mais Rin prend la main de Yuk, le calmant. Simon essaie de convaincre Yuk de revenir, promettant que les choses seront différentes cette fois, mais Yuk répond qu'il est trop tard. Il dit qu'il va rester avec son groupe, Clovey, et que ce qui arrive à Thunderpike ne le concerne pas. Yuk s'éloigne, tenant la main de Rin, et Simon le maudit, disant qu'ils s'en sortiront même sans lui. 2 semaines plus tard, Yuk est convoqué par le maître de guilde, qui lui parle des anomalies dans les donjons de toute la région, ce qui indique clairement une ruée. Le maître de guilde dit que même les érudits royaux pensent la même chose, et que la raison pour laquelle ils ont donné l'autorisation d'explorer le donjon des ténèbres infinies est à cause de cela. Yuk réalise que la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait, puis le maître de guilde dit qu'il a une quête pour son groupe. Il veut qu'ils enquêtent sur le donjon des ténèbres infinies, et Yuk rejette immédiatement l'idée, car c'est trop dangereux. Il dit que Thunderpike et les autres groupes de rang A sont assez forts pour faire cette quête seuls, mais le maître de guilde l'informe que 2 des groupes, dont Thunderpike, se sont retirés. Il donne ensuite à Yuk un rapport sur le seul enregistrement connu du donjon des ténèbres infinies, lui rappelant son rêve d'atteindre le fond du donjon. Le maître de guilde lui dit qu'ils ont besoin de quelqu'un d'aussi compétent et ingénieux que lui pour diriger cette enquête. Le vieil homme donne ensuite à Yuk un parchemin de sortie, un objet ultra rare qui peut téléporter quelqu'un hors du donjon. Yuk demande pourquoi il insiste autant pour qu'il prenne cette mission, et il répond qu'il est la seule personne en qui il peut avoir confiance. C'est alors que la réceptionniste arrive et remet à Yuk la lettre de quête officielle du roi. Il réalise qu'il sera difficile de refuser la mission maintenant et dit au maître de guilde qu'il consultera les membres de son groupe avant de donner une réponse définitive. Une fois rentré chez lui, il explique tout aux filles et dit qu'ils devraient refuser la demande, car c'est trop dangereux et qu'ils ne sont pas prêts. Les filles, cependant, pensent qu'avec leur nouvel équipement et un peu de chance, ils peuvent réussir à explorer le donjon. Yuk n'est toujours pas convaincu, car il a peur de les perdre, et Rin les traîne, lui demandant de leur faire plus confiance. Les autres filles lui disent aussi d'arrêter d'hésiter et de poursuivre ses rêves librement, car elles veulent s'élever dans le monde des aventuriers avec lui. Leurs mots donnent confiance à Yuk, et il se rend au bureau du maître de guilde avec les filles pour accepter la quête. Il dit qu'il pourrait avoir besoin d'un autre membre pour remplir le rôle d'éclaireur, et le maître de guilde dit qu'il a déjà préparé cela. Sur son signal, la réceptionniste arrive avec une fille chat nerveuse qui se présente comme Nen. Elle dit qu'elle est spécialisée en tant que ninja et qu'elle veut rejoindre leur groupe pour cette mission. Yuk n'a aucun problème avec un nouveau membre du groupe, et il se dirige immédiatement vers l'entrée du donjon de l'infinie obscurité, qui, étonnamment, se trouvait sous le bâtiment de la guilde depuis toujours. La réceptionniste leur explique que le bâtiment de la guilde a été construit au-dessus de l'entrée du donjon pour la cacher au monde. Le maître de la guilde informe Yuk qu'initialement, 3 groupes de rang A devaient entrer dans le donjon, mais 2 d'entre eux ont abandonné. L'ancien groupe de Yuk, Thunderpike, est le seul restant, et actuellement, ils sont à l'intérieur du donjon, mais leurs sponsors ne sont pas satisfaits d'eux. Le maître de la guilde lui conseille alors de faire attention lors de cette mission et lui souhaite bonne chance. Yuk vérifie l'état de son groupe et constate que tous sont prêts à entrer dans le donjon. Sur ce, l'entrée du donjon s'ouvre, et Yuk commence le live stream avant de pénétrer à l'intérieur. L'espace à l'intérieur du donjon est déformé, avec une gravité irrégulière, mais le groupe parvient à traverser le passage sans difficulté. Nen utilise une lanterne magique pour détecter les pièges et une boussole magique pour trouver la direction. Elle ne détecte aucun piège à proximité, alors elle décide de partir en éclaireuse pour explorer la zone avant que les autres ne la rejoignent. Pendant ce temps, les filles demandent à Yuk ce qu'il ressent après être entré dans le donjon de l'infinie obscurité dont il a toujours rêvé. Yuk leur répond que ce n'est pas aussi émouvant ou excitant qu'il l'imaginait, mais Silk dit qu'elle est très enthousiaste. Elle explique que sa principale raison de devenir aventurière était l'argent, mais en entendant Yuk parler de ses rêves avec tant de passion, elle a changé d'état d'esprit. C'est pourquoi elle est très excitée de se trouver dans ce donjon aux côtés de Yuk, car il est très proche de réaliser son rêve. Yuk est ravie d'entendre cela, et c'est à ce moment que Nen revient avec son rapport. Elle n'a rien trouvé de dangereux au premier étage et a même localisé l'entrée du premier niveau, mais c'est encore plus étrange, il y a un navire englouti au milieu d'une forêt au premier étage. Yuk continue d'examiner les alentours pour repérer quelque chose de suspect ou d'inhabituel. Il informe les filles que Thunderpike a déjà atteint le 8e étage du donjon. Marina trouve cela trop lent, car ils ont commencé leur exploration il y a 2 semaines. Yuk explique que leur rythme sera encore plus lent, car ils doivent simplement enquêter sur le donjon pour repérer toute anomalie. Ils vont tout diffuser en direct pour que les érudits de l'Académie royale puissent identifier les problèmes ou les éléments suspects. C'est alors que Nen arrête tout le monde, car son miroir magique lui montre qu'un monstre est à proximité, et ils ne peuvent pas l'éviter.
Il tombe bientôt sur le monstre, et Yuk demande à Rin de l'attaquer avec un sort offensif compact et à Silk de viser sa tête. Il sort ensuite une énorme arbalète de son inventaire et la donne à Marina pour qu'elle puisse également attaquer le monstre à distance. Rin commence à incanter un puissant sort, et pendant qu'elle prend son temps, Yuk utilise sa magie spéciale, le missile prismatique, pour frapper le monstre à tête de requin. Cela ne fait pas beaucoup de dégâts, et le monstre commence à se diriger vers eux, alors Marina lui tire une flèche, lui transperçant la poitrine. Le monstre devient furieux à cause de cela, et Rin le frappe ensuite avec un sort de feu, l'enflammant. Le monstre tient toujours debout, alors Silk lui tire 3 flèches. Voyant qu'il lutte encore pour rester debout, Yuk se place devant les filles pour les protéger, mais après quelques secondes, le monstre finit par tomber. Nen est impressionnée, car elle n'a même pas eu l'occasion de montrer ses compétences, et en plus, elle a vu le sort unique qui a rendu Yuk célèbre. Après cela, ils atteignent la zone de sécurité, et Yuk met le live stream en pause pendant que tout le monde se repose et récupère ses forces. Ensuite, Yuk attire l'attention de tous sur le coffre au trésor devant eux et suggère de l'ouvrir hors caméra pour éviter toute controverse. Il demande à Nen de montrer ses compétences de voleuse, et elle commence à fouiller autour de la serrure pour détecter les pièges. Elle trouve un piège simple à l'intérieur et le désactive facilement avant d'ouvrir le coffre, qui est rempli de joyaux. Les filles commencent à saliver en voyant autant de joyaux, et Yuk demande à Silk de tous les rangers. Une fois cela fait, il décide d'inspecter ce qui reste dans le trésor. Il trouve un artefact en forme de bague et un artefact en forme de cube noir, qu'il ne parvient pas à analyser ou à comprendre. Il dit aux filles que l'artefact semble être un bébé qui ne sait même pas ce qu'il est. Les filles sont excitées en entendant que l'artefact est un bébé, et Marina et Rin le veulent toutes les deux. Yuk leur dit qu'ils devront en parler au maître de la guilde pour savoir ce que c'est, mais il est sûr que c'est quelque chose de rare. Il demande ensuite à Rin de tendre sa main et place la bague qu'il vient de trouver à son doigt, car elle lui va parfaitement. Il lui dit qu'elle devrait utiliser cette bague, qui peut stabiliser son esprit, mais lorsqu'il la regarde, il constate qu'il a détruit son équilibre mental par son geste. Rin rougit intensément, car Yuk vient essentiellement de lui faire une proposition, et maintenant elle n'a aucun problème à laisser Marina prendre le cube noir. Ils reprennent leur exploration, et Nen utilise la boussole magique qui détecte les flux d'air pour trouver l'entrée du 2e étage. Une fois arrivés dans la zone de sécurité du 2e étage, Yuk demande aux filles ce qu'elles trouvent étrange dans ce donjon. Elles lui répondent que la façon dont le paysage change constamment est bizarre, et à part cela, seuls les monstres à tête de requin semblent déplacés. Yuk est d'accord et ajoute que le coffre au trésor qu'ils ont trouvé au 1er étage était également inhabituel, car les coffres au trésor se trouvent normalement dans des étages plus difficiles. Il pense qu'il doit y avoir un lien entre le monstre requin et le coffre au trésor trouvé au 1er étage et décide d'y réfléchir plus tard. Il dit qu'ils devraient rentrer pour aujourd'hui, car ils ont assez exploré, et les filles sont d'accord. Il retourne à l'entrée du donjon, mais Nen sent alors quelqu'un approcher. Il s'agit de l'ancien groupe de Yuk, qui a recruté 2 nouveaux membres pour cette mission. Simon se montre arrogant en disant à Yuk que s'il devait de toute façon venir ici, il aurait dû accepter leur invitation. Yuk répond qu'il n'allait pas tomber dans son piège et révèle qu'ils sont ici pour une mission officielle du roi. Les autres membres de Thunderpike se mettent en colère sans raison et traitent Yuk de bâtard ingrat, mais Simon agit comme s'ils étaient partenaires dans la même mission. Il dit à Yuk de lui remettre l'enregistrement du live stream et tous les objets qu'il a collectés, car ils sont maintenant en alliance. Il joue également de son rang et dit qu'il serait préférable qu'un groupe de rang A fasse le rapport au maître de la guilde, et ses amis essaient de convaincre Yuk que c'est la meilleure option pour l'avenir de son groupe. Il continue de dire à Yuk de considérer cela comme une grande faveur, et il commence à s'énerver. Silk est également frustré par leur attitude et s'en prend à eux pour avoir tenté d'utiliser leur rang pour faire chanter Yuk. Les membres du groupe de Simon lui disent de se taire, la traitant d'elfe noir sauvage, et c'est à ce moment que Yuk perd patience. Il s'en prend aux guerriers et à la prêtresse, leur disant qu'il ne tolérera pas qu'on insulte les membres de son groupe. Il est même prêt à dégainer son épée contre eux, mais Simon essaie de jouer la carte de la détente et lui demande de lui remettre son butin. Yuk repousse simplement sa main, lui disant qu'il ne travaillera jamais avec des gens aussi méprisables. Il laisse Simon et les autres sous le choc de sa réponse, puis dit à ses filles qu'ils devraient retourner à la surface. Cette conversation entière a été diffusée en direct, et tous ceux qui l'ont vu pensent que cela causera bientôt un gros problème. En effet, cela cause un gros problème, mais pas pour le groupe de Yuk, plutôt pour Thunderpike. 2 jours après cet incident, ils sont convoqués au siège du maître de la guilde, qui leur dit qu'il y a eu plusieurs plaintes officielles contre eux de la part de leurs sponsors, du pays des elfes et du siège de la guilde. Simon ne prend pas cela au sérieux et dit que le plus gros problème devrait être qu'un groupe de rang C ait insulté un groupe de rang A comme le leur. Il ajoute que la guilde n'aurait jamais dû laisser un groupe avec une elfe noire sauvage entrer dans le donjon, mais le maître de la guilde frappe ce raciste avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Le maître de la guilde s'approche de lui en disant que, puisqu'un aventurier de rang A comme lui a fait des remarques racistes contre l'elfe noir en direct, cela a nui à la réputation de leur pays. Il l'attrape par la gorge,
disant que ces actions pourraient causer de sérieux problèmes entre leur pays et les elfes, et pour éviter cela, Thunderpike devra faire un stream d'excuses. Non seulement cela, mais ils seront jugés, et dans le pire des cas, ils pourraient être exilés à jamais. Il le lâche après cela, et Simon dit que c'est une décision imprudente, car s'ils exilent un groupe de rang A, ils n'auront personne pour explorer le donjon dangereux. Le maître de la guilde révèle qu'il n'y aura aucun problème, car le groupe de Yuk a reçu un rang A temporaire pour cette mission, et ils ont déjà montré de grands résultats. Malgré cet avertissement, Simon n'est pas prêt à s'excuser auprès de qui que ce soit, et il maudit Yuk pour l'avoir piégé avec son live stream. Alors qu'il est occupé à le maudire au milieu de la rue plus tard, le noble Groele arrive et dit à Simon qu'il a un moyen de se venger de Yuk qui profitera à tous les deux. D'un autre côté, Marina approche Yuk car elle a compris l'utilité de l'artefact du cube noir. Yuk est impatient de savoir comment une idiote comme elle a pu le découvrir, et Marina répond qu'après avoir passé suffisamment de temps avec le cube, l'idée lui est venue naturellement. Cependant, elle ne peut pas l'utiliser seule, et elle a besoin de l'aide de Yuk pour activer pleinement l'artefact. Il pense qu'il a besoin d'une touche de ses compétences en alchimie, mais Marina lui demande simplement de tenir le cube et de penser à elle. Yuk pense à Marina en tant que combattante, et soudain, le cube noir se transforme en une épée spéciale conçue juste pour elle. Marina est ravie de voir l'épée, mais Yuk ne comprend même pas ce qui se passe. Marina refuse de lui expliquer et dit simplement que le cube noir était comme un bébé, et qu'il avait besoin d'une mère et d'un père avant de pouvoir fonctionner. Yuk est embarrassé en entendant cela, tandis que Marina commence à câliner l'épée. Le lendemain, Yuk et le groupe Clové retournent dans le donjon de l'infinie obscurité, et il allume le live stream à l'avance. Il dit ensuite aux filles que leur mission pour aujourd'hui est d'atteindre les escaliers du 3e étage du donjon, et ils décideront d'explorer davantage ou de rentrer en fonction de ce qu'ils y trouveront. Ils traversent rapidement le 1er étage sans problème, puis atteignent le 2e étage, qui est très différent de ce à quoi ils s'attendaient. C'est une vaste plaine herbeuse, et même le ciel est présent malgré le fait qu'il soit à l'intérieur du donjon. Tout le monde est étonné par ce spectacle, mais Yuk leur dit de respirer profondément et de se calmer. Il dit qu'il existe des archives de certains étages de donjons qui copient le monde extérieur, mais il se trouve toujours plus bas que le 20e étage. Il se demande si cet étage ressemble au monde extérieur parce que la disposition du donjon a changé ou si les étages inférieurs du donjon remontent à cause d'une irrégularité. Personne n'a encore de réponse à cela, et Yuk décide d'en savoir plus sur cet étage. Il demande à Nen de faire son travail, mais sa boussole, qui indique la direction du vent, ne fonctionne pas car le vent ici est trop fort. Rin suggère qu'elle peut utiliser son sort de glace télescopique pour scanner rapidement la zone, et Yuk lui dit d'y aller. Cette fille assoiffée monte sur ses épaules, et il commence à fondre sous ses cuisses épaisses. Rin utilise ensuite son sort de glace télescopique pour regarder au loin et trouve une maison au loin avant que ses yeux ne se fatiguent. Yuk décide d'aller voir la maison, et en chemin, il dit aux filles que les ruines sont couramment trouvées dans les donjons, mais une maison complète est une chose vraiment suspecte. De plus, il s'inquiète du soleil dans le ciel. Il pense que c'est une sorte d'artefact qui leur donne de la lumière et de la chaleur, mais s'il est conçu pour fonctionner comme le vrai soleil, il pourrait se coucher lorsque la nuit arrive. Il pense que cela pourrait être l'un des mécanismes de l'étage du donjon et suggère qu'ils agissent pendant que le soleil brille encore. Bientôt, ils atteignent la maison, et, étonnamment, elle semble neuve. Rin ne sent aucune mana provenant de la maison, mais Yuk refuse de croire que c'est une maison normale. Soudain, la porte de la maison s'ouvre, et une vieille femme en sort, tenant un plateau avec du thé et une tarte à la citrouille. Elle traite Yuk et les filles comme des invités et leur demande de venir prendre le thé avec elle, mais ils sont maintenant extrêmement méfiants. Yuk refuse son offre, disant qu'il ne pense pas qu'il devrait entrer dans sa maison car c'est suspect, et la vieille femme dit qu'il ne devrait pas résister car la nuit va bientôt tomber. Au moment où elle dit cela, le jour se transforme en soirée, et la maison commence à grandir. Yuk se sent étrangement attiré par la maison mais s'arrête juste avant d'y entrer, et la vieille dame révèle sa véritable forme, une maman gothique. Elle dit à Yuk qu'il est intelligent d'avoir réalisé qu'entrer aurait été dangereux, puis sa maison grandit encore, se transformant en un château sombre où elle s'assoit sur son trône après s'être transformée en Loli. Yuk réalise que la femme devant eux est Perséphone, la souveraine des enfers. Perséphone est à nouveau impressionnée par son intelligence et dit qu'elle va piéger son âme et celle de ses amis pour son divertissement pour l'éternité, et qu'ils ne peuvent rien y faire. Yuk s'agenouille soudainement devant elle, la saluant respectueusement et disant qu'il la reverra quand son heure viendra, mais pas aujourd'hui. Perséphone accepte à contre-ségur sa parole, mais elle lui met une marque de malédiction pour lui rappeler constamment sa promesse. Sur ce, Yuk dit aux filles de retourner immédiatement au 1er étage et utilise une magie d'enchantement physique, leur permettant d'atteindre la zone de sécurité avant que la brume sombre du château ne les atteigne. Yuk met fin au live stream, et ses filles lui donnent un miroir pour qu'il puisse voir la marque de malédiction sur son visage. Rin l'examine et constate que c'est bien au-delà de son niveau, et Yuk lui dit qu'il visitera le temple dès leur retour à la maison pour essayer de faire quelque chose. Il commence à déjeuner,
et Yuk explique aux filles qu'il venait de se trouver sur le territoire de Perséphone, mentionné dans les anciens mythes, où le jour est comme sur terre, plein de vie, mais lorsque la nuit tombe, cela devient les enfers, et tout s'inverse. Yuk émet soudain une théorie selon laquelle les enfers se trouvent dans le donjon et dit que cela doit être à cause de la porte des abysses située à la fin du donjon. Il dit que différents mondes sont connectés les uns aux autres à travers la porte des abysses, et l'infinie obscurité doit être un donjon spécial capable de reproduire ces mondes en son sein. Il pense que le monde de Perséphone est l'un de ces mondes, mais le plus grand mystère est comment quelque chose d'aussi dangereux se trouve au 2e étage du donjon. Soudain, Yuk émet une autre théorie selon laquelle ils ne sont peut-être pas allés au 2e étage, mais au 30e étage, qui est le dernier étage exploré du donjon. Rin semble être d'accord avec lui, et elle dit que peut-être les escaliers les font sauter plusieurs étages et les amènent à des étages aléatoires au lieu de suivre l'ordre normal. Yuk se demande s'il devrait utiliser le parchemin de sortie pour se téléporter à l'extérieur immédiatement, mais les filles suggèrent qu'ils devraient récupérer leur force et essayer d'atteindre l'étage supérieur avant de prendre une mesure extrême. Yuk écoute leurs suggestions, et tous vont dormir. Le lendemain, Yuk ouvre les yeux en entendant la voix de Simon et constate qu'il est ligoté. Il ne comprend pas ce qui se passe, et Simon lui dit qu'il l'a suivi ici pour régler ses comptes avec lui. Il dit à Yuk de ne rien tenter, car son groupe a ses filles en otage, et ils ont même mis un collier d'esclave autour du cou de Rin, qu'il a obtenu de l'un de ses sponsors. Yuk lui dit que si cela s'ébruite, il sera arrêté, mais Simon s'en moque, car il est déjà au fond du gouffre. Il dit à Yuk qu'il y a un moyen pour que les filles ne soient pas blessées, et cela implique qu'il signe un contrat stipulant que Clovey et Thunderpike avaient formé une alliance lorsque la mission a commencé, et que les remarques racistes contre les elfes étaient courantes chez Clovey. Thunderpike faisait simplement ce qu'ils font, donc la racine du problème est Yuk, qui a tout déclenché. Selon le contrat, Yuk va assumer la responsabilité de tout, et tout son groupe sera absorbé par Thunderpike pour couvrir les dommages qu'ils ont causés. Yuk est horrifié en lisant tout cela, et il dit qu'il pensait que Simon était juste un idiot, mais il s'avère être un parfait connard. Simon le frappe pour avoir dit cela, puis commence à le piétiner avec colère, disant que s'il ne se conforme pas, il donnera à toutes les filles de son groupe les MST qu'il a, puis les tuera. Il dévie ensuite du sujet et commence à maudire Yuk pour les malheurs de son groupe tout en continuant à le battre. Le guerrier de Thunderpike dit à Simon d'arrêter de perdre son temps et de partager les filles avec lui, et pour éviter cela, Yuk décide de signer le contrat. Cependant, alors qu'il est sur le point de signer, le donjon commence à trembler, et le sol s'effondre soudainement. Simon et ses amis tombent en premier, et lorsque Yuk va aider ses filles, il constate que Simon a pris son sac magique. Il ne peut rien faire dans ce cas, et le sol sous eux s'effondre également. Cependant, la magicienne Jamie, qui a du mal à suivre les salopards de Thunderpike, utilise un sort pour ralentir leur chute. Yuk la remercie de les avoir sauvés, et Simon ne peut s'empêcher de la maudire. Juste à ce moment, une horde d'or apparaît, et Jamie donne immédiatement à Simon son sac magique avant de se réveiller et de libérer ses filles. Simon utilise un parchemin pour tenir les ors à distance, puis décide d'utiliser le parchemin de sortie pour s'échapper. Il demande à Jamie d'amener Simon et les autres à portée, et elle demande s'il en est sûr après tout ce qu'ils lui ont fait. Yuk dit que la loi décidera de ce qu'il faut faire d'eux, mais Simon a d'autres plans. Il prend Rin en otage et dit à Yuk de le sauver s'il veut revoir la fille. Les ors commencent à les attaquer, et Marina et les autres filles les retiennent. Simon dit à nouveau à Yuk de le sauver, mais Jamie le plaque par derrière, permettant à Rin de s'échapper. Simon la frappe et commence à marcher vers Yuk comme un fou furieux, abandonnant même les membres de son groupe qui ne peuvent pas bouger. Jamie tire une balle magique sur son genou pour l'empêcher de blesser Yuk davantage. Yuk lui demande de venir maintenant, mais elle refuse, décidant d'accepter son sort avec son ancien groupe. Simon essaie d'ordonner à Rin à travers le collier d'esclave de lui obéir, mais Yuk téléporte son groupe avant que cela n'arrive. Simon, frustré et désespéré, décide d'injecter un jus de muscle interdit dans son corps pour combattre les ors qui l'entourent. Peu après, Yuk et son groupe rentrent chez eux, et ils trouvent une pierre d'enregistrement laissée dans le sac de Yuk. Elle contient un message de Jamie, qui veut simplement s'excuser auprès de Yuk pour tout. Elle dit que Yuk a toujours fourni les médicaments nécessaires à son frère malade, et qu'elle l'a harcelé pour qu'il les lui donne gratuitement sans savoir combien ils étaient chers. Elle se sent pathétique à ce sujet et dit qu'elle n'a compris la valeur de Yuk qu'après qu'il ait quitté son groupe. Elle pense que si elle s'était excusée sincèrement plus tôt, il aurait pu lui pardonner et même la laisser rejoindre son groupe. Maintenant, elle pense qu'il est trop tard pour quelque chose comme ça, et c'est pourquoi elle enregistre ce message pour se racheter de ses actions passées. Soudain, Simon crie son nom, et elle met fin brusquement à l'enregistrement, mais pas avant de révéler que la liste des méfaits de Thunderpike est enregistrée sur la pierre magique. Yuk se sent mal en voyant le message, car après tout ce que Jamie a fait pour s'assurer qu'il s'échappe du donjon indemne, il l'a laissé derrière pour mourir. Rin essaie de le réconforter, disant qu'il n'avait pas d'autre option, puis le maître de la guilde leur dit qu'il vient de recevoir un message de détresse du donjon de l'infinie obscurité. Il lit le message à la télévision,
Et c'est juste un enregistrement vocal de Jamie disant que le donjon est en mauvais état et que les étages s'effondrent. Le maître de la guilde dit qu'il se demande s'ils doivent envoyer une équipe de secours ou non, et Hugh se porte volontaire pour aller sauver Jamie. Il demande au maître de la guilde de trouver un autre parchemin de sortie, mais le vieil homme lui dit que c'est à lui de décider s'il vaut la peine d'envoyer une mission de sauvetage. Il quitte la pièce sur ces mots, et Hugh dit à ses filles qu'il ira seul sauver Jamie, mais les filles lui disent qu'elles doivent aussi leur vie à Jamie, donc elles l'accompagneront. Hugh décide ensuite de faire quelque chose pour le collier d'esclave autour du cou de Rein, et il récite un sort inconnu pour le désactiver. Tout le monde est surpris de voir cela, et Rein dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un sort comme celui-ci. Hugh pense que c'est une sorte de sort de magie noire qui lui a été imposé par la déesse de la mort, Perséphone, avec sa marque de malédiction. Alors que les filles s'inquiètent pour lui, Hugh pense que c'est une bonne chose d'avoir attiré l'attention de la déesse de la mort. Cela dit, il commence à planifier la mission de sauvetage lorsque quelqu'un frappe violemment à sa porte. Hugh ouvre la porte et trouve le noble gros et laid, qui lui dit qu'il aurait dû ouvrir rapidement à son maître. Hugh lui dit de dégager de chez lui, et lorsque l'homme essaie de le frapper, il lui donne un coup de pied là où ça fait mal. Ses gardes essaient d'attaquer Hugh, mais Marina et Naine les assomment rapidement. Le noble est choqué de voir que les filles peuvent encore aller contre ses ordres, car il est sûr que Simon a mis le collier d'esclave autour du cou de Rein. Il sort la télécommande et commence à appeler Rein, qui arrive bientôt sur le pas de la porte. Le noble est heureux de penser qu'elle lui obéit, mais Rein lui frappe le visage avec une barre de fer, le faisant tomber. Rein accepte de laisser le salaud en vie pour cela, mais elle met le collier d'esclave autour de son cou et prend la télécommande, lui disant que s'il essaie de l'approcher à nouveau, il mourra de la manière la plus douloureuse et embarrassante possible. Le noble essaie de s'expliquer, mais elle se tient simplement à côté de Hugh et lui tient la main, disant qu'elle lui appartient maintenant. Même Hugh est surpris d'entendre cela, mais il décide de s'assurer que le noble ne s'approche plus jamais de Rein. Il s'approche de lui et utilise un sort noir qui fera littéralement bouillir son sang jusqu'à ce qu'il meure s'il s'approche de Rein. Le noble panique en entendant cela, et Hugh demande à Marina et aux autres de le remettre aux gardes. Plus tard dans la soirée, Hugh et les filles ont fait tous les préparatifs pour l'exploration du donjon, mais il leur manque toujours le parchemin de sortie, l'objet le plus important. Hugh craint que le maître de la guilde ne trouve un autre parchemin à temps, car ils sont si rares, lorsqu'un aventurier vétéran nommé Lucent frappe à sa porte. Il est là pour donner à Hugh un parchemin de sortie, car il pense que sauver des amis du danger est l'un des devoirs les plus importants d'un aventurier. Avec le parchemin dans son sac, Hugh décide d'entrer à nouveau dans le donjon malgré le maître de la guilde lui disant que le donjon va être scellé par ordre royal, et qu'il sera puni pour y être entré. Le vieil homme demande à Hugh s'il sait même comment trouver Jamie là-dedans, et il explique la théorie selon laquelle les escaliers mènent à différents mondes, qui sont affectés par les pensées subconscientes de l'aventurier. Le maître de la guilde et la réceptionniste se souviennent de leur jour de gloire lorsqu'ils exploraient le donjon, et la théorie de Hugh a du sens pour eux. Ils souhaitent bonne chance à Hugh pour sa mission, et ils leur demandent simplement de commencer à préparer une fête de bienvenue. Sur ce, Hugh et son groupe entrent dans l'infinie obscurité, et ils tombent immédiatement sur des monstres. Avec Hugh soutenant les filles avec de la magie de soutien, ils parviennent à les vaincre rapidement et atteignent la zone de sécurité. Alors qu'ils descendent les escaliers, Hugh continue de penser à sauver Jamie, et son astuce fonctionne, car le deuxième étage s'avère être une copie gravement endommagée de leur ville. Naine trouve une traînée de sang, et il la suit immédiatement dans l'espoir que Jamie soit encore en vie. Il la trouve inconsciente près de son appartement, mais, à leur grande surprise, Simon sort et dit à Hugh qu'il allait de toute façon venir le chercher. Hugh ne peut pas croire que Simon est encore en vie, mais Silk lui dit qu'il ne l'est pas, elle sent une mana sombre et tordue sortir de son corps, comme elle l'a ressenti avec le traqueur d'ombre, et elle est certaine qu'il est un zombie. Hugh comprend enfin que le noble gros Elé a dû donner à Simon un artefact puissant qu'il a transformé en zombie pour qu'il puisse continuer à se battre même après sa mort. Simon dit à Hugh qu'il le fera payer pour tout ce qu'il a fait et libère une puissante vague d'énergie sombre, et Marina charge immédiatement pour l'affronter. Hugh la renforce rapidement, et elle parvient à couper le bras de Simon avant de battre en retraite, mais c'est inutile, car il le fait immédiatement repousser. Il libère ensuite une autre vague d'énergie sombre vers Hugh, qui utilise un parchemin pour créer un bouclier de magie sacrée. Simon charge immédiatement vers lui pour un combat rapproché, mais Hugh esquive son attaque et essaie de l'enserrer, mais cela ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Silk et Rein utilisent leur sort magique pour piéger Simon, mais il les détruit facilement avec sa magie noire. Hugh l'attaque immédiatement de front, et Simon continue de crier qu'il le tuera et détruira tout ce qu'il aime. Hugh le frappe continuellement, mais Simon guérit instantanément de tout. Hugh recule de quelques pas et décide d'utiliser son sort spécial, le missile prismatique, pour l'attaquer. Simon prend la magie de plein fouet et reste indemne, confiant que son corps immortel ne sera pas détruit par elle, et c'est exactement ce que Hugh voulait. Le corps de Simon commence soudain à exploser à différents endroits, et il commence à grandir de manière incontrôlable à chaque endroit où une explosion se produit. Il devient une masse de chair en croissance constante et ne comprend rien.
Marina est également confuse, alors Yuk lui dit qu'il a utilisé le pouvoir de Perséphone pour modifier le missile prismatique afin qu'il reste actif tant que la cible est en vie. Comme Simon est maintenant immortel, il continuera à souffrir du sort pour l'éternité. Simon demande à Yuk d'arrêter son sort, lui rappelant qu'ils sont amis d'enfance, mais Yuk n'a plus rien à faire avec ce salaud, et il s'éloigne pendant que Simon continue d'exploser et de grandir comme un cancer. Pendant ce temps, Rin essaie de soigner Jamie, mais ni la magie de guérison ni les potions ne fonctionnent sur ses blessures causées par la magie noire de Simon. Elle a perdu tout espoir de survivre et s'excuse une dernière fois auprès de Yuk avant de mourir, mais il lui dit de ne pas abandonner. Il utilise le pouvoir de Perséphone pour dissiper toutes les malédictions sur elle, guérissant instantanément ses blessures. Jamie s'évanouit dès que ses blessures sont guéries, mais Rin est certaine qu'elle ira mieux maintenant. Soudain, le ciel s'assombrit, et une horde de traqueurs d'ombre apparaît de nulle part. Il commence à déchirer Simon, et il continue de crier de douleur pendant que son corps continue de grandir. Yuk dit au revoir à l'homme qui était autrefois son ami alors qu'il utilise le parchemin de sortie, laissant Simon souffrir dans le donjon pour l'éternité. Une semaine après cet incident, le maître de la guilde convoque Yuk et Jamie pour leur remettre leur punition. La punition de Yuk et de son groupe est une simple déduction de leurs points et une interdiction d'1 mois de toute activité d'aventure, tandis que la punition de Jamie est l'annulation de sa licence d'aventurière pendant 1 an. Aucun d'eux ne peut croire qu'ils s'en tirent à si bon compte, mais le vieux maître de la guilde leur dit de ne pas trop y penser. Il quitte la guilde après cela, et Jamie ne peut toujours pas s'arrêter de s'excuser auprès de Yuk pour tout ce que Thunderpike lui a fait. Elle se sent pathétique d'avoir profité de sa gentillesse pendant si longtemps et veut changer, mais Yuk lui dit qu'elle a déjà suffisamment changé. Jamie commence à tomber amoureuse de lui, et elle le remercie avec un grand sourire avant qu'il ne rentre chez eux. Quelques jours plus tard, Yuk rend visite à la réceptionniste de la guilde pour faire de Nen un membre permanent de l'équipe Clovey. La réceptionniste est ravie d'entendre cela et dit qu'elle commencera immédiatement les formalités. Yuk suggère qu'elle devrait d'abord demander à Nen, mais la femme sait ce qu'elle fait. Elle ouvre la porte de la pièce, et Nen, qui les espionnait, tombe immédiatement par terre. La réceptionniste s'en prend à Nen pour cela, mais Yuk dit que ce n'est pas grave. Il demande ensuite à Nen si elle veut rejoindre son groupe, et elle est plus qu'heureuse d'accepter son offre. Soudain, la réceptionniste serre Nen dans ses bras, car, en tant que son mentor, elle est vraiment heureuse qu'elle rejoigne un groupe vraiment génial. Après ce moment touchant, Yuk quitte la pièce avec Nen, qui lui dit qu'elle était là pour lui remettre une lettre de Silk. Alors que Yuk ouvre la lettre, il dit à Nen qu'il devrait aller voir Jamie avant de rentrer chez eux, et Nen le suit silencieusement. Jamie est devenue bibliothécaire maintenant, et elle utilise sa magie pour placer des livres sur les étagères hautes. Yuk et Nen entrent dans la pièce et commencent à discuter. Yuk dit à Jamie que cette pièce appartenait au maître de la guilde, mais qu'il n'a pas pu l'entretenir après y avoir apporté trop de livres différents. Jamie soupire, disant qu'il lui faudra 1 semaine pour organiser tous les livres et les archives dans la pièce, et cela impressionne grandement Nen, car une idiote comme elle aurait besoin d'1 année entière pour faire la même chose. Jamie est surprise, mais elle se calme et remercie Yuk de l'avoir aidé à obtenir un emploi à la guilde. Elle le remercie également pour avoir fourni des médicaments à son frère, puis demande s'il a besoin de quelque chose d'elle. Yuk lui dit que c'est Silk qui veut lui parler. Il demande à Jamie de passer chez eux quand elle rentrera chez elle, mais il n'a aucune idée du sujet. Quoi qu'il en soit, Jamie a presque fini son travail de la journée, alors elle accompagne Yuk et Nen en rentrant chez eux. Ils commencent à parler de la météo comme des gens ennuyeux, et Nen dit qu'elle n'aime pas du tout l'hiver. Yuk lui dit que sa ville natale recevait beaucoup de neige pendant les hivers, et il commence à se souvenir des moments amusants qu'il a passés avec Simon dans leur enfance. Il déprime à cause de cela, mais les filles réalisent ce qu'ils pensent et le ramènent à la réalité. Bientôt, ils arrivent chez eux, et Yuk pousse les filles à entrer en premier. Elles sont surprises et méfiantes de ses actions, mais décident de le suivre. Alors qu'elles ouvrent la porte, Silk et les autres font éclater des pétards pour souhaiter la bienvenue à Nen et Jamie dans le groupe Clovey. Toutes deux sont vraiment surprises, mais c'est ce que Yuk et ses filles avaient prévu pour elles. Jamie est en colère contre lui pour les avoir trompées, mais Nen est vraiment ravie. Elle est heureuse de devenir un membre officiel de Clovey, et les filles l'emmènent à l'intérieur. Jamie, cependant, reste sur le pas de la porte, la tête baissée, et Yuk lui demande si elle ne veut pas rejoindre leur groupe. Elle lui dit avec émotion qu'après tout ce qu'elle lui a fait, elle ne mérite pas d'être dans son groupe. Silk et les autres reviennent sur le pas de la porte en entendant cela, et elles disent à Jamie qu'elle est l'une des leurs maintenant. Elle lui rappelle qu'elle leur a sauvé la vie, donc tout est égal entre elles, et elle pourrait sûrement bénéficier d'un membre de plus dans leur groupe. Jamie est ému aux larmes en entendant leurs paroles gentilles, puis la fête de bienvenue commence. Yuk lève son verre pour porter un toast, mais Marina l'interrompt, disant qu'ils sont 6, et qu'elle n'a jamais entendu parler d'un trèfle à 6 feuilles. Même Rin n'en a jamais entendu parler, mais Jamie en a entendu parler, et elle dit que dans le langage des fleurs, un trèfle à 6 feuilles signifie la gloire. Yuk est ravi d'entendre que le nom de leur groupe a encore du sens, et il porte un toast à leur avenir. Une fois la fête terminée,
Il raccompagne Jamie chez elle, et il commence à parler des anciens temps. Hyuk dit que lorsqu'il est arrivé en ville pour la première fois, il admirait Jamie, car il était un plouc de la campagne, et elle dégageait des vibes de fille de la ville. Jamie se souvient également de l'époque où Hyuk était complètement perdu sur la plupart des choses en ville. Pour cacher son embarras, Hyuk dit que Simon était comme lui, mais la mention de Simon assombrit rapidement l'ambiance de la conversation. Hyuk et Jamie orientent la conversation vers leur première mission en tant que groupe d'aventuriers, et Hyuk dit que même si les choses n'allaient pas bien pour lui en général, il s'est amusé avec Thunder Pike. Il dit ensuite que c'est peut-être de sa faute si Thunder Pike a été complètement détruit, mais Jamie ne pense pas cela. Hyuk dit que les choses auraient été différentes s'il avait confronté les autres membres du groupe, mais Jamie dit qu'il n'aurait pas réalisé la valeur de son travail acharné à l'époque, et il les aurait quittés de toute façon. Elle prend la main de Hyuk, lui disant que ce n'était pas de sa faute. Elle dit qu'elle le remboursera pour toute une fois que l'interdiction qui pèse sur elle sera levée et qu'elle redeviendra une aventurière. Après l'avoir accompagnée chez elle, Hyuk retourne chez lui et trouve Rin en train de faire la vaisselle toute seule. Elle lui dit que Nen était vraiment excitée à l'idée de déménager toutes ses affaires aujourd'hui, alors elle a emmené Marina et Silk pour l'aider. Rin a dû rester derrière car elle a perdu au pierre-feuille-ciseaux, et maintenant elle doit faire la vaisselle toute seule. Hyuk commence à l'aider, et Rin commence à s'amuser en les voyant travailler ensemble. Elle dit qu'il ressemble à un jeune couple, et cette déclaration prend Hyuk complètement au dépourvu. Rin commence à bouder qu'il ait réagi de manière si choquée, et elle demande à Hyuk d'être honnête sur ses sentiments. Il lui tient soudain la main, et ils rougissent tous les deux alors que Hyuk dit qu'il ne sait pas quoi faire. Après s'être regardé pendant un moment, Rin l'embrasse sur la joue, lui disant que c'est ainsi qu'elle se sent, et lui demande de lui donner sa réponse plus tard. Hyuk est complètement bouleversé maintenant, mais avant qu'il ne puisse réagir, Nen et les autres reviennent. Ils appellent Hyuk pour les aider à déplacer les objets lourds, et ils s'enfuient, toujours rouges. Un mois plus tard, la suspension du groupe Clové est enfin levée, et Hyuk se rend au bâtiment de la guilde pour obtenir des informations sur les quêtes disponibles. La réceptionniste a une petite nouvelle exclusive pour lui, et elle l'informe qu'un nouveau donjon a été récemment découvert. Hyuk est choqué d'entendre cela, car le dernier donjon a été découvert il y a 10 ans. La réceptionniste lui parle de l'emplacement du donjon et dit que ce serait un endroit idéal pour le live stream de retour du groupe Clové. Hyuk commence à y réfléchir, puis la réceptionniste ajoute que les érudits royaux pensent que les anomalies de tous les autres donjons étaient dues à l'apparition de ce nouveau donjon. Comme le groupe Clové a fait un excellent travail en enquêtant sur le donjon de l'infinie obscurité, les érudits veulent qu'ils enquêtent également sur le nouveau donjon, et le royaume a émis une demande de mission officielle pour eux. Hyuk est surpris et ravi d'apprendre que le royaume donne à son groupe une autre grande chance, mais il ne peut pas donner de réponse à la demande avant d'avoir consulté les membres de son groupe. Il rentre chez lui pour partager l'information avec les filles, mais il ne trouve que Marina en train d'entretenir son équipement tandis que les trois autres sont occupés ailleurs. Hyuk décide de leur parler de la demande de mission pendant le dîner, et Marina lui dit qu'elle va à la guilde un moment car Jamie avait quelque chose d'excitant à lui dire. Alors qu'elle part, Rin sort du bain avec les cheveux dégoulinants et dit à Hyuk de les sécher pour elle. Il fait ce qu'on lui dit, et après cela, Rin va faire une sieste, invitant Hyuk à la rejoindre, mais il est trop timide pour sauter sur l'offre. Juste à ce moment, Silk arrive avec du café pour lui, et alors qu'il s'assoit pour en boire, Hyuk décide de partager l'information avec elle en premier, car elle est la membre la plus responsable du groupe. Silk est également très excité d'entendre parler du nouveau donjon et demande à Hyuk s'il a des détails sur la mission. Il lui dit qu'il a oublié de demander les détails et décide de retourner à la guilde. Silk lui demande de rendre visite à Jamie à la guilde et de l'inviter, ainsi que son frère, à la fête qu'ils organisent pour célébrer la fin de leur suspension. Hyuk lui dit qu'il le fera, puis Silk commence soudain à agir timidement, lui demandant de prendre du temps libre et de la gâter comme il gâte Rin. Hyuk panique en entendant cela, mais Silk rejette cela comme une blague et l'envoie à la guilde pour obtenir des informations sur le nouveau donjon. Bientôt, Hyuk et les filles se rendent à la ville de Duna, où le nouveau donjon a été découvert. Hyuk conduit une calèche tandis que les filles ne cessent de discuter de leur enthousiasme à l'idée de se rendre dans une ville lointaine pour explorer un nouveau donjon. Après 2 semaines de voyage, ils atteignent enfin la ville commerciale de Duna. Dès qu'elles entrent dans la ville, elles se rendent au marché et découvrent qu'il y a différents types de magasins qu'elles n'ont jamais vus auparavant. Hyuk dégoûte Marina en lui disant que les gens d'ici mangent des grenouilles à 3 yeux cuites dans de la bave d'escargot, mais il lui dit ensuite qu'il plaisantait. Il suggère qu'il devrait essayer la nourriture de cette ville avant de partir en mission d'exploration de donjons et promet à Rin de visiter une boutique d'artefacts avec elle. Rin remarque qu'il y a beaucoup d'aventuriers au marché, et Hyuk pense que la nouvelle du nouveau donjon s'est déjà répandue. Il fait remarquer qu'il y a même des aventuriers et des soldats des pays voisins. La nation dont la présence se fait le plus sentir est la Samutaria, un pays voisin à la hiérarchie sociale très stricte. Hyuk explique aux filles que les habitants de Samutaria sont assez fiers et rigides lorsqu'il s'agit de leur famille et de leur lignée, et qu'ils portent tous des vêtements aux motifs uniques qui témoignent de leur famille et de leur statut. Marina suggère qu'elles sont pratiquement une famille elles aussi,
et qu'elles devraient donc dessiner des manteaux et des brassards assortis pour leur groupe. L'idée plaît à tout le monde et Hugh dit qu'il trouvera quelque chose plus tard, mais il commence à réfléchir à des moyens de rendre les accessoires assortis utiles. Ils arrivent bientôt à la guilde des aventuriers, et pendant que Hugh et Silk vont parler au maître de la guilde, les autres filles décident de se détendre au pub. Hugh et Silk rencontrent l'affreuse vieille sorcière, Maniela, qui est le maître de la guilde de cette ville, et Silk commence à lui poser des questions sur les détails de la mission. Maniela leur dit qu'ils n'ont pas besoin de cartographier le donjon, mais qu'ils sont libres de le faire s'ils le souhaitent. Elle leur dit également que tous les objets que le groupe Clové trouvera au cours de son exploration seront à eux, mais que la guilde les vérifiera d'abord et les inscrira sur une liste au cas où ils seraient dangereux. Pendant que Silk discute avec la vieille femme, Hugh la regarde fixement. Elle lui dit d'arrêter d'essayer de l'évaluer parce que c'est impoli, et Hugh s'excuse immédiatement. Maniela lui dit qu'il est normal qu'il se méfie de quelqu'un qu'il rencontre pour la première fois, mais elle lui assure qu'ils vont être d'honnêtes partenaires commerciaux pendant un certain temps. Elle explique ensuite à Hugh qu'elle n'est pas une vieille femme ordinaire, mais qu'elle fait partie du groupe légendaire qui a atteint le dernier étage du donjon des ténèbres infinies. Benwood, le maître de guilde de la ville précédente, faisait partie du groupe, tout comme Saga, l'oncle de Hugh, qui l'a incité à devenir aventurier. Hugh est étonné d'entendre tout cela, puis Maniela lui dit de cesser d'être aussi nerveux en sa présence. Elle lui souhaite bonne chance pour la mission et lui donne une carte de l'auberge où elle a organisé l'hébergement de son groupe. Une fois sortis de la guilde, Hugh et Silk essaient de se détendre, car la présence de la vieille sorcière les a vraiment épuisés. Ils décident de se rendre à l'hôtel qu'elle leur a réservé après avoir récupéré les autres membres de leur groupe à l'auberge, mais lorsqu'ils y arrivent, ils se retrouvent aux prises avec un groupe de Samutariens. Les Samutariens parlent une autre langue, mais ils sont manifestement furieux contre Marina et les autres, qui tiennent bon et leur disent d'aller se faire voir ailleurs. Alors que les autres clients attendent que la bagarre éclate, Hugh arrive et se précipite immédiatement pour résoudre le problème. Marina lui explique que ces salauds ont essayé de les forcer à verser leur boisson et même plus. Hugh se rend compte qu'ils essayaient de draguer ses filles de manière agressive, et il leur dit de ne pas s'approcher de ses amis. Cependant, son samutarisme n'est pas à la hauteur et il finit par dire aux hommes ivres que toutes les femmes de son groupe sont ses épouses et qu'il leur fait l'amour tous les soirs. Interloqués, les hommes s'en vont immédiatement, et seul Rin comprend vraiment ce que Hugh a dit. Une fois que la bagarre semble terminée, la foule se disperse, mais Rin et Naine sont toujours furieux. En chemin, il explique que la Samutaria est le pire cauchemar de toutes les féministes, car les femmes y sont traitées comme des biens. C'est pourquoi les hommes ivres ont essayé de s'imposer à Marina et à d'autres, mais ils ont aussi des lois strictes qui peuvent se retourner contre s'ils essaient de voler la femme d'une autre personne. Hugh explique que lorsqu'il a dit qu'ils étaient ses compagnons, les hommes ont dû comprendre ce qu'il voulait dire et sont partis pour éviter le conflit. Marina, la chienne soumise, s'excite en pensant que Hugh l'a appelée sa propriété, mais il lui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle lui demande de confectionner rapidement des manteaux assortis pour le groupe afin que tout le monde sache qu'ils lui appartiennent. À ce moment-là, Rin dit également à Hugh que son samutarien n'était pas correct, mais au lieu d'expliquer ce qu'il a vraiment dit, elle se met à rire de façon incontrôlée. Ils arrivent bientôt à leur hôtel, et la gérante elfe s'avère être une grande fan du groupe Clové. Elle leur dit que tous leurs frais seront couverts par la guilde, et qu'ils peuvent donc commander tout ce qu'ils veulent. De plus, l'hôtel entier leur est réservé tant qu'ils resteront ici, et la gérante leur dit de choisir n'importe quelle chambre au 2e étage. Hugh et les autres la remercient pour son hospitalité, et la directrice décide de leur montrer la spécialité de son hôtel avant qu'ils n'aillent dans leur chambre. Elle les conduit à une source d'eau chaude dans l'arrière-cour, que seule Naine a déjà vue. Elle raconte avec enthousiasme à ses amis comment fonctionnent les sources d'eau chaude et les invite à se baigner avec elle avant le dîner. Le lendemain, Hugh et Silk se réunissent pour expliquer leur stratégie pour la mission à venir. Ils expliquent qu'ils vont suivre le même schéma que lors de la mission du donjon d'Infinite Darkness et tout retransmettre en direct. Leur objectif est d'explorer le donjon jusqu'au 5e étage, après quoi il sera ouvert au public. Silk explique qu'ils savent seulement que le premier étage du donjon est partiellement immergé, et qu'ils peuvent y trouver beaucoup de monstres aquatiques et d'insectes. De plus, elles doivent être rapides lors de l'exploration du donjon car 2 autres groupes seront envoyés sur la même mission qu'elles. Hugh explique aux filles qu'elles n'ont pas besoin de participer à cette course d'exploration car les 2 autres groupes sont plus expérimentés qu'elles, et si elles essaient de concourir, elles risquent de se blesser. Après avoir expliqué cela, Hugh dit que le premier jour, elles auront pour objectif d'atteindre le 2e étage, puis de parcourir tout le premier étage pour avoir une bonne idée de ce que sont les étages plus profonds. Il dit ensuite à Naine que son artefact de flux d'air ne pourra peut-être pas l'aider à trouver la sortie du donjon à cause de l'eau, et qu'elle devra donc trouver un autre moyen de trouver le bon chemin. Après cela, Silk demande à tout le monde de terminer leurs préparatifs avant la fin de la journée, car ils se rendront au donjon à la 1re heure du matin. Le lendemain, ils se rendent à l'emplacement du donjon et Maniela les accueille au centre d'observation mis en place par les érudits royaux. Marina lui demande le nom du donjon et Maniela lui répond qu'il n'a pas encore été nommé car ils ne savent pas ce qu'il contient.
Elle essaie d'encourager Marina en lui disant que son groupe pourrait être celui qui donnera le nom au donjon, et tout le monde s'enthousiasme en entendant cela. Sur ce, elles se rendent à l'entrée du donjon et Hugh commence à diffuser en direct pour faire savoir au monde que Clovey va explorer un nouveau donjon aujourd'hui. Le groupe entre dans le donjon, et pendant que Hugh et les filles discutent avec enthousiasme de ce qu'elles attendent de ce nouveau donjon, Naine finit de repérer le chemin à suivre. Hugh lui demande si elle a trouvé quelque chose de spécial, et la féline lui répond qu'elle a vu quelque chose qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle ne comprend même pas. Tout le monde la suit, et Naine leur montre les étranges chaînes flottantes au coin de la rue à l'aide d'un miroir. Même Hugh n'a rien vu de tel, mais il pense qu'il s'agit d'un monstre, et il dit aux filles qu'elles vont l'attaquer. Il enchante leur capacité physique avant de se précipiter sur le monstre à chaînes, qui commence à les attaquer dès qu'elles arrivent à sa portée. Hugh utilise ses deux bœufs pour le ralentir, ce qui permet à Marina et Naine de l'attaquer de près, mais ils ne font aucun dégât. Le monstre s'empare soudain de rochers et commence à les lancer sur le groupe, ce qui amène Hugh à l'attaquer avec une autre série de deux bœufs. Le monstre l'attaque en réponse, mais Rin l'arrête à l'aide d'un éclair. Alors que le monstre est repoussé par son attaque, Marina s'élance sur lui et déclenche son ultime mouvement pour couper en deux les chaînes et le cœur du monstre. Elle est vraiment épuisée après ce combat et Hugh décide d'analyser l'ennemi qu'ils viennent de combattre avant d'aller plus loin. Ni Rin ni Silk n'ont d'idées précises, mais ils lui disent que le monstre était comme une créature magique, mais qu'il avait aussi une énergie sombre et corrompue comme les zombies. Hugh décide qu'il vaut mieux laisser les érudits royaux s'occuper du processus de décodage, et il commence à ramasser les morceaux du monstre. Rin remarque soudain un anneau brillant dans les décombres, et Hugh le ramasse. Il tente de l'évaluer, mais ne trouve aucune information utile à son sujet, et le laisse donc aux érudits. Après cela, Naine décide d'explorer rapidement la région, et Hugh commence à s'inquiéter du fait que ce donjon pourrait être vraiment difficile s'ils affrontent un monstre aussi puissant dès le début. Marina s'exprime à propos du monstre, et affirme qu'il avait l'air d'un humain. Elle explique que son métier de samouraï lui donne une idée de ce qu'elle tue, et Rin est d'accord avec elle car même après avoir tué le monstre, il n'a pas laissé tomber de pierre magique. Alors que tout le monde se demande ce qu'était vraiment le monstre, Naine revient après avoir trouvé l'escalier menant au deuxième étage. Cependant, elle surprend tout le monde en révélant que les escaliers montent au lieu de descendre, comme c'est le cas dans les donjons normaux. Hugh est curieux, mais Naine dit alors qu'elle a trouvé une autre chose étrange à l'avant. Elle conduit le groupe vers une petite salle d'études qui semble étrangement déplacée. Hugh trouve un livre dans un tiroir, et après que Rin ait confirmé qu'il n'est pas maudit, il l'ouvre, mais il se rend compte qu'il ne peut pas lire la langue. Il décide qu'il devrait se rendre dans les escaliers et s'y reposer avant de planifier leur prochaine étape. Mais lorsqu'il aperçoit les lumières de la zone de sécurité, le destin brutal de Simon lui revient en mémoire. Le stress post-traumatique lié à ce souvenir commence à faire très mal à Hugh, et il coupe le flux en direct en disant aux filles qu'elles devraient se reposer maintenant. Elles s'inquiètent pour lui, et Rin lui met son peignoir sur la tête pour le protéger de la lumière avant de lui dire de faire une sieste. Hugh accepte son offre et, après avoir dormi sur ses genoux pendant un moment, il se réveille frais et dispo. Il raconte alors à ses amis inquiets que les lumières lui ont rappelé le ciel le jour où il a combattu Simon, ce qui a déclenché son syndrome de stress post-traumatique. Les filles s'accrochent soudain à lui proposant d'être ses thérapeutes non rémunérés, mais Hugh leur dit qu'il va bien maintenant. Après avoir surmonté son traumatisme, il leur demande s'ils doivent continuer à explorer le premier étage ou aller au deuxième, et les filles choisissent la deuxième option. Hugh croit en la démocratie, il décide donc de suivre la majorité, mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, il leur dit que c'est l'heure du déjeuner. Pendant qu'ils commencent à cuisiner, Marina sort un autre drone d'enregistrement vidéo pour qu'ils puissent diffuser en direct leurs vidéos de cuisine de donjon sur une autre chaîne afin d'en tirer un maximum de profit. Après la pause déjeuner, le groupe se rend au deuxième étage. À leur grande surprise, le deuxième étage a la forme d'une ville bien entretenue qui rappelle à Hugh des flashbacks du donjon Infinite Darkness. Il se rend compte que quelque chose de vraiment étrange se passe ici, et il dit aux filles qu'elles doivent repartir quand soudain, il entend une voix qui lui dit qu'il a raison. Tout le monde se met en position de combat, puis un vieux sorcier surgit de nulle part. Il se présente comme Loge, un pauvre vieillard abandonné dans ce monde brisé. Hugh lui demande pourquoi il se trouve dans ce donjon, et Loge est amusé d'apprendre que cet endroit est un donjon dans leur réalité. Il explique à Hugh et aux filles que cette ville s'appelait autrefois la Cité de la Joie, mais que les choses ont beaucoup changé. Tout le monde est troublé par les déclarations insensées du vieil homme, et les filles lui demandent s'il est le seul dans la ville à présent. Loge leur répond que le roi et tous les habitants de la ville sont là aussi, mais qu'il ne peut pas leur expliquer les détails de la situation de manière à ce qu'ils les comprennent. Il commence alors à disparaître dans la fumée noire, mais dit à Hugh qu'ils se reverront, en l'appelant par son nom légal complet. Hugh panique parce qu'il n'a jamais dit son nom au vieil homme, et comme il sent la malédiction de Perséphone s'activer, il devient encore plus paranoïaque. Il dit aux filles qu'elles doivent s'enfuir maintenant, mais Marina leur montre du doigt une fille inconsciente qui gît devant elle. Peu après, Hugh et son groupe sortent du donjon et vont voir Maniela et les érudits royaux pour discuter des choses étranges qu'ils ont vues.
Il est choqué de constater que le biologue et l'érudit pensent que Yuk et son groupe ont eu des hallucinations. L'érudit dit qu'ils sont encore en train d'étudier les objets qu'ils ont ramenés du donjon, puis Maniela décide d'emmener Yuk se promener. Elle lui dit que le groupe de filles qui explorait le donjon a abandonné parce que la moitié de ses membres est tombée malade juste après être entré dans le donjon. Elle demande alors à Yuk ce qu'il pense vraiment du donjon, et il répond clairement qu'il s'agissait d'un autre monde. Maniela semble d'accord avec lui, et elle dit à Yuk de faire confiance à son intuition, car elle pourrait le conduire à la bonne réponse. Elle lui demande ensuite ce qu'il en est de la fille qu'ils ont trouvée dans le donjon, et Yuk lui répond qu'elle dort encore. Après le départ de Maniela, Yuk commence à penser au donjon quand il voit soudain une lettre volée jusqu'à leur tente. Il entre à l'intérieur et trouve Rin d'humeur sombre parce qu'elle a reçu une lettre de son grand-père, le comte Crowder. Elle raconte qu'elle est la fille illégitime d'une famille noble et que sa mère a été chassée de la maison dès qu'elle est tombée enceinte. Après la mort de sa mère, elle a rejoint l'académie de magie et est devenue aventurière. Mais aujourd'hui, son grand-père, qui n'a jamais reconnu son existence, lui a envoyé une lettre pour la rappeler. Alors que Rin se met à pleurer, Yuk lit la lettre et apprend que le comte Crowder a arrangé le mariage de Rin avec le second prince de Samutaria. Il la traite toujours de bâtarde et lui dit d'être reconnaissante d'avoir une chance de servir la famille, et tout le monde devient furieux en lisant cela. Rin est vraiment dévasté et ne sait pas quoi faire, mais Marina lui dit qu'il y a une solution simple au problème, qui est de l'ignorer complètement. Elle lui fait remarquer que le nom de Rin n'est même pas écrit sur la lettre, alors ils vont faire comme si elle ne lui était pas destinée, et bien que cela semble vraiment stupide, Yuk est d'accord avec cette idée. Il brûle la lettre, disant qu'il n'y a plus aucune preuve qu'ils l'ont reçue, et Rin, soulagé, l'étreint et se met à pleurer. Yuk la réconforte en lui disant que si le comte essaie à nouveau de l'atteindre, ils trouveront un plan encore meilleur. Il demande ensuite à Nen de contacter la réceptionniste de la guilde, qui est aussi son mentor, et lui demande de rassembler toutes les informations sur le comte et le second prince de Samutaria. Il lui demande également d'effacer toute preuve que Rin est de la famille du comte, ce que Nen accepte sans même réaliser que son mentor était une légende à l'époque. Après cela, Yuk dit à Marina et Silk de se préparer pour le prochain donjon pendant qu'il emmène Rin dehors pour parler. Il lui dit qu'il a une idée téméraire pour la sauver de sa famille, mais que cela implique un mariage. Rin rougit lorsque Yuk lui explique que si elle l'épouse, elle devient sa propriété selon les règles de la Samutaria, et que personne dans ce pays ne pourra la lui enlever. Rin n'a aucun doute ni aucune hésitation quant à ce plan, et elle accepte d'être la femme de Yuk, même si ce n'est qu'un acte. Le lendemain matin, Yuk et Zack, le chef du deuxième groupe, rencontrent Maniela, qui leur annonce qu'ils vont finalement poursuivre la mission d'exploration du donjon. Zack est très enthousiaste, mais aussi très hostile à l'égard de Yuk, qui lui dit que c'est son groupe qui va explorer le donjon en premier. Après le départ de l'énergumène, Maniela annonce à Yuk que son mariage avec Rin a été approuvé, et elle est persuadée que ce mariage ne restera pas longtemps un faux mariage. Ensuite, Yuk et ses filles se rendent à nouveau au donjon pour explorer la ville au deuxième étage. Nen part en éclaireur comme d'habitude, et revient immédiatement en courant pour parler à tout le monde d'un cocon géant sur la place de la ville qui semble effrayant et dangereux. Il y a un cocon sur chaque pilier, et Rin sent une mana sombre et corrompue s'en échapper, semblable à celle du monstre enchaîné. Nen décide d'explorer les cocons, mais en s'approchant, elle est hypnotisée par l'œil du cocon. Immédiatement après, une bouche apparaît sur le ventre du cocon et se jette sur Nen pour l'avaler entière. Heureusement, Yuk la sauve de devenir de la nourriture pour monstres, et une fois Nen à une distance sur des cocons, ceux-ci retournent en mode sommeil. Nen reprend également ses esprits, et Yuk comprend qu'ils doivent combattre les monstres avec des attaques à distance. Marina sort avec enthousiasme son arbalète pour cela, et Yuk dit à Silk de faire ce qu'elle fait de mieux. Il demande à Rin d'utiliser la magie de glace car si les cocons sont vraiment une sorte d'insectes, les changements de température les blesseront. Ensuite, il améliore les capacités de tous avec ses sorts de soutien et court vers les piliers. Les monstres cocons tentent de l'hypnotiser avec leurs yeux, mais Yuk utilise un sort de flashbang pour les aveugler, puis un sort de cécité plus puissant pour garder leurs yeux fermés. Marina et Silk tirent immédiatement leurs flèches, vainquant 3 des 4 monstres, mais lorsque Rin lance sa magie de glace sur le dernier, elle s'avère inefficace. Marina décide de lui voler son kill et charge le monstre avec son attaque ultime, avec Nen et Yuk en soutien pour finir le monstre. Les monstres laissent tomber des anneaux au lieu de pierres magiques, et Yuk les ramasse tous. Il remarque ensuite que Marina se tient silencieusement dans un coin depuis qu'elle a vaincu le dernier monstre, et il lui demande si tout va bien. Elle s'apprête à lui dire la vérité mais aperçoit alors le drone caméra, alors elle lui dit qu'elle a besoin d'un peu de temps pour se calmer. Yuk comprend ce qu'elle veut, alors il suggère qu'il se repose dans un bâtiment voisin et coupe le flux en direct. Pendant que le groupe prend le thé, Marina leur dit que lorsqu'elle a tranché le monstre cocon, elle a eu l'impression de trancher un humain. Cependant, ce n'est pas la partie surprenante, elle dit que le pilier qu'elle a coupé avec le monstre ressemblait aussi à un humain, mais elle ne peut en être certaine, même si elle devrait l'être, à cause de sa classe de samouraï. Tout le monde est stupéfait d'entendre cela, et Yuk lui suggère d'essayer de couper quelque chose dans la pièce,
mais Marina répond qu'elle a déjà essayé, mais les résultats ne sont toujours pas clairs. Elle se sent déprimée et impuissante, mais Silk dit alors qu'elle aussi sent que quelque chose ne va pas avec cet endroit car les esprits ne communiquent pas correctement avec elle. Elle dit que cela ressemble d'une certaine manière à la terre des morts que Perséphone gouverne, et Rin est d'accord, disant que la mana ici n'est pas normale. Hyuk est d'accord avec elle tous et dit qu'il devrait aller sur le toit pour avoir une meilleure vue de la ville avant de faire autre chose. Une fois qu'ils voient l'étendue complète de la ville depuis le toit, Hyuk dit qu'ils viseront à entrer dans le château au centre de la ville aujourd'hui, et une fois qu'ils l'auront exploré, ils arrêteront pour la journée. Avec cela, ils commencent à marcher vers le château, mais le silence de la ville leur donne des frissons. Ils se demandent si personne ne vit vraiment ici, ce qui leur rappelle le mystérieux vieil homme nommé Loge. Alors que Hyuk pense qu'il pourrait vraiment avoir été une hallucination, Rin n'est pas d'accord avec lui car elle a l'anneau de santé mentale qu'il lui a donné, qui la rend résistante à tout effet mental. Tout le monde la croit, et il pense que puisque Loge était réel et n'est toujours pas apparu en direct, il doit interférer avec leur drone caméra. Soudain, ils aperçoivent Loge à la porte du château et l'atteignent immédiatement, demandant ce qui ne va pas avec cette ville. Loge leur dit que cette ville est parfaitement normale, et que les gens ici sont si bien sauvés qu'ils n'ont plus besoin d'être sauvés de quoi que ce soit. Hyuk lui demande si les monstres qu'ils ont combattus plus tôt étaient des humains, et au lieu de lui donner une réponse claire, Loge commence une conférence philosophique sur ce qu'est réellement un humain. Comprenant qu'il ne répondra pas à cette question, Rin lui demande des anneaux dorés. Loge lui dit qu'il s'appelle un or, et Rin lui demande ce qu'il compile avec eux. Personne d'autre ne comprend ce charabia de sorcier, mais Loge avertit Rin que la connaissance qu'elle cherche la traumatisera. Il lui dit qu'elle sait déjà à quoi servent les anneaux, puis disparaît, disant à Hyuk et son groupe qu'ils se reverront. Hyuk lui demande s'il leur dira la vérité la prochaine fois, et Loge lui répond que la vérité les trouvera en temps voulu. Tout le monde est encore plus confus maintenant, mais les portes du château s'ouvrent, et ils décident de l'explorer rapidement avant de partir plus tard. Hyuk analyse l'enregistrement et la disposition du château avec le superviseur des érudits royaux et Maniela. Il pense maintenant que Loge n'est pas une hallucination, et Maniela complimente Hyuk pour son bon travail. Même l'érudit royal le félicite, et Hyuk est surpris car l'homme devant lui est le vicomte Bodman, un érudit renommé et l'un des auteurs préférés de Hyuk sur les donjons. Bodman présente ensuite le rapport sur les anneaux dorés et dit qu'ils ont été dérivés d'humains. Hyuk lui dit qu'il s'en doutait déjà à cause de Marina. Maniela dit que si les monstres dans le donjon sont vraiment des humains, alors les choses se compliquent car ils devront restreindre les aventuriers pouvant entrer dans le donjon. Hyuk leur dit alors que Marina a senti que même les piliers dans le donjon étaient des humains, ce qui choque Maniela et Bodman. Hyuk dit qu'il a rapporté des échantillons du pilier et d'autres endroits, et Maniela appelle immédiatement un employé de bureau pour demander le statut d'évaluation de ces échantillons. L'homme lui dit que l'évaluation prendra encore un jour, mais elle lui dit de secouer l'évaluateur en chef et de lui dire de terminer avant la fin de la journée. Ensuite, Bodman dit à Hyuk qu'il a déjà reçu une demande de Rin et que ces hommes ont commencé à produire un artefact comme elle l'a demandé. Il commence ensuite à parler du groupe de filles qui est entré dans le donjon mais n'a pas progressé car leurs membres sont tombés malades. Il explique que les personnes qui ont regardé leur stream en direct ont souffert de symptômes similaires, allant d'une légère fièvre à de graves crises de violence. Il pense qu'il y a un problème avec le stream, et Hyuk pense immédiatement à Loge appelant le deuxième étage du donjon la ville souillée par le crépuscule. Il est sûr que la lumière dorée de la ville est la cause de tous les problèmes, mais il n'y a aucun moyen de le prouver pour le moment. Bodman dit alors à Hyuk que le pays prendra son temps pour décider quoi faire avec le donjon, mais son groupe doit rester dans la ville pour le moment afin qu'il puisse faire quelques explorations supplémentaires. Hyuk accepte et quitte la tente, pour trouver Nem courant frénétiquement vers lui. Elle l'informe que la fille qu'ils ont trouvée dans le donjon s'est réveillée et est soudainement passée en mode Super Saiyan. Hyuk court vers la tente de son groupe pour voir ce qui se passe, et il est stupéfait de voir la fille flotter dans le ciel tout en irradiant une lumière dorée pure. Personne ne comprend ce qui se passe, mais la fille appelle soudainement Hyuk par son nom complet légal, disant qu'elle l'attendait. Elle dit qu'elle était autrefois appelée la prêtresse dorée, mais qu'il n'y a pas de temps pour en parler. Elle dit à Hyuk que son monde est en grave danger de faire face à un événement appelé l'émondage, ce qui signifie la destruction de la plupart de la vie sur cette planète. Hyuk ne comprend pas ce qu'elle veut dire, alors la prêtresse dorée explique que, tout comme la ville dans le donjon, bientôt ce monde sera également englouti par le crépuscule doré et deviendra sans vie comme lui. Cependant, comme Hyuk et son groupe ont déjà franchi la frontière entre les mondes une fois dans le donjon de l'obscurité infinie, ils sont partiellement résistants au crépuscule. La prêtresse lui dit que s'ils ne vont pas trop profondément dans la zone du crépuscule, ils ne seront pas consumés. Elle leur dit ensuite de chercher Loge car il sait tout, mais les filles répondent qu'elles ont déjà rencontré le vieil homme, qui refuse de répondre à leurs questions. La prêtresse leur dit qu'elles doivent le forcer à leur dire la vérité car il est le seul être normal dans ce monde distordu. Rin demande à la prêtresse pourquoi elle leur dit tout cela, et elle répond que la tragédie a commencé à cause de leur faute, c'était le roi qui est devenu trop avide et a voulu une éternité dorée pour sa ville, créant le phénomène destructeur connu sous le nom de crépuscule. Elle ajoute des mots lourds dans la conversation,
comme le fruit de l'arbre monde, le trésor ultime, et d'autres encore, mais personne ne comprend ce qu'elle veut dire. À la fin, la prêtresse demande à Yuk d'arrêter le roi doré et de détruire son trésor, car c'est la seule façon de sauver son monde d'une perte certaine. Sur ce, la lueur dorée la quitte, et elle se transforme soudainement en une humaine normale nommée Rune. Sa personnalité change complètement, et elle dit à Yuk que la femme qui lui a parlé n'était pas elle, mais qu'elle peut parfois accéder à son corps pour communiquer avec les autres. Yuk réalise que le problème est plus grave qu'il ne le pensait et décide d'en informer immédiatement ses supérieurs. Une semaine plus tard, Yuk est convoqué par le directeur de l'Académie royale, qui est venu au centre de recherche après avoir lu le rapport de Bodman. Yuk est nerveux devant lui, mais le directeur lui dit de se détendre car ils ont quelque chose de très important à discuter. Yuk entame la conversation en lui parlant de l'émondage, et le directeur lui montre des fresques enfermées au plus profond du trésor royal. Sur la fresque, un héros combat un monstre puissant pour sauver le monde, mais Yuk ne peut rien comprendre d'autre car il ne lit pas la langue ancienne de la fresque. Le directeur explique ensuite qu'il existe de nombreux mondes parallèles comme le leur, et parfois ils entrent en collision. Quand cela arrive, l'un des mondes est détruit, et cela s'appelle l'émondage. Habituellement, c'est aléatoire, mais cette fois, ils ont la preuve que la personne nommée le roi doré a tenté de faire entrer son monde en collision avec le leur volontairement. Le directeur dit qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir aux raisons car ils doivent prendre des mesures d'urgence pour protéger leur monde. Il dit à Yuk qu'il est le seul à pouvoir le faire car, selon les fresques, chaque fois qu'un monde est en danger d'émondage, un héros est choisi pour le sauver. Le directeur dit que puisque Yuk a tout découvert sur la ville dorée et l'émondage, il est leur héros, et c'est son devoir de sauver le monde. Bientôt, Yuk retourne à son hôtel et raconte à Rin sa conversation avec le directeur avant tout le monde. Elle est impressionnée par l'idée qu'il devienne le héros, mais elle dit qu'elle le soutiendra même s'il veut refuser. Cependant, elle pense aussi qu'il est le seul à être apte pour ce rôle. Elle lui rappelle comment la prêtresse dorée a possédé Nibrune pour lui parler. Rin dit que la prêtresse semblait l'attendre, ce qui signifie qu'il est spécial. Yuk soupire, disant qu'il ne voit pas d'inconvénient à explorer un peu plus le donjon, mais sauver le monde, c'est trop. Rin commence soudain à le caresser en lui disant qu'il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il a fait jusqu'à présent parce que tout le monde dans le groupe Clové le soutiendra, et ensemble, ils peuvent tout faire. Yuk se sent mieux après avoir entendu tout cela, puis Rin s'assoit sur ses genoux et l'embrasse, lui disant de ne pas s'inquiéter car ils sont plus forts qu'ils ne le pensent. Quelques jours plus tard, Yuk participe à une réunion avec les dirigeants des groupes qui vont explorer le donjon. Maintenant, en plus du gars nommé Zach, il y a 2 autres personnes qui dirigent des groupes de rang A, et le directeur leur donne les détails de leur mission. Il les informe que cette fois, l'audience de leur diffusion en direct sera restreinte, et seuls les érudits royaux pourront la voir, afin de minimiser les dégâts causés par la lumière dorée du crépuscule. Ensuite, Zach se met soudain en colère parce que l'équipe Clové participe toujours au raid du donjon bien que cela soit devenu plus dangereux. Il se plaint au directeur pour les faire retirer, mais personne ne prête attention à ces jérémiades. L'autre aventurier, nommé Lucent, qui a aidé Yuk dans le passé, dit à Zach d'arrêter de geindre parce que le groupe de Yuk a montré ses capacités lors de l'exploration du donjon de l'obscurité infinie. Même la fille qui dirige le dernier groupe dit que les rangs n'ont pas d'importance dans des situations comme celle-ci, seuls les résultats comptent, et Zach n'a plus rien à dire après cela. Tous les aventuriers quittent la pièce un par un après cela, mais Yuk reste. Le directeur dit à Yuk que c'était une bonne idée de garder l'affaire du héros secrète pour les autres parce que Zach aurait réagi encore plus violemment en l'apprenant. L'érudit Bodman ajoute que Rin leur a demandé de préparer des dispositifs magiques spéciaux, et qu'ils sont presque prêts. Ensuite, Yuk retourne dans sa tente et rassemble toutes les cartes que les différents groupes ont dessinées jusqu'à présent. Aucune d'entre elles ne lui donne une idée de comment entrer dans le château de la Cité Dorée, mais Rin suggère qu'ils emmènent Nibrune avec eux. Elle pense que puisque Nibrune vient de la Cité Dorée, les portes du château pourraient s'ouvrir pour elle. Yuk pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais il a encore des doutes sur le fait de ramener Nibrune dans cet endroit dangereux. Juste à ce moment, Lucent vient à la tente pour discuter de la stratégie pour la prochaine mission avec Yuk. Yuk l'informe du plan de Rin d'emmener Nibrune dans le château, et Lucent est tout à fait d'accord avec cela. Il propose même de protéger Nibrune pendant la mission, et bien que Yuk ne soit toujours pas sûr, il réalise qu'emmener la fille avec eux est leur meilleure chance. Le lendemain, les 4 groupes entrent dans le donjon, avec le groupe de Lucent rejoignant Clové. Ils arrivent à la porte du château et trouvent Loge qui les attend là. Le vieil homme accueille Nibrune, lui demandant des nouvelles du monde extérieur, mais elle ne se souvient pas de lui. Loge dit qu'il vaut mieux qu'elle ait tout oublié de cet endroit, mais Yuk révèle alors que la prêtresse lui a parlé. Loge réalise que la prêtresse a choisi Yuk, mais il refuse toujours de lui dire quoi que ce soit. Cependant, il ouvre la porte du château, disant à Yuk que puisque Nibrune est avec lui, il trouvera les réponses qu'il cherche. Lucent soupçonne que cela pourrait être un piège, alors il laisse la moitié de son groupe à l'extérieur pour appeler des renforts si quelque chose tourne mal. Il rejoint ensuite le groupe de Yuk alors qu'ils entrent dans le château. Loge les conduit à la bibliothèque royale,
disant qu'il n'est pas très bavard, mais qu'il pourrait trouver les réponses ici. Le sorcier du groupe de Lucent comprend ce qui se passe réellement avec le vieil homme et dit à Yuk que Loge veut en fait parler de quelque chose, mais il est soit maudit, soit il a trop de mana, ce qui signifie que prononcer certaines choses à voix haute peut créer de gros problèmes pour lui et pour les autres, alors il essaie de communiquer par des indices. Loge devient mal à l'aise en entendant cela, mais son geste indique à tous la direction à suivre. Le vieux sorcier demande à Lucent d'apporter les livres rouges sur l'étagère, puis emmène Nibrune avec lui parce qu'elle est la seule à pouvoir lire la langue. Rin sent une étrange mana provenant d'un gros livre marron et du tiroir de la table d'études, et Silk sent aussi que les esprits dans la bibliothèque sont connectés aux souvenirs des gens. Elle décide de se connecter aux esprits, et soudain, un livre possédé par un esprit vient voler vers elle. Silk commence avec empressement à poser des questions à l'esprit du livre sur les choses qu'ils veulent apprendre, et d'un autre côté, le vieux sorcier scannait l'esprit de Nibrune alors qu'elle lit les livres anciens. Pendant ce temps, Nen trouve une clé pour ouvrir le gros livre que Rin a remarqué plus tôt, mais Yuk n'est pas sûr de l'ouvrir. Il demande à Loge si le livre est dangereux, mais il ne lui donne pas de réponse claire. Cependant, lorsque Yuk le force à dire que le livre n'est pas dangereux, il se met soudain à briller, et un piège à l'intérieur est désamorcé. Yuk ouvre le livre après cela et trouve qu'il contient de nombreux cercles magiques similaires, mais il ne peut pas en comprendre la signification. Soudain, Silk arrive, affirmant qu'elle peut l'aider avec cela. L'esprit du livre dans ses mains a beaucoup rétréci, et Silk dit qu'il peut l'aider à comprendre ce qui est écrit dans les livres. Alors que Silk tient la main de Yuk et utilise le pouvoir de l'esprit du livre, il se retrouve debout au-dessus du livre. L'esprit du livre se transforme en un serpent blanc nommé Biblion et dit à Yuk qu'il ne peut pas comprendre le vrai sens du livre juste en le lisant. Le serpent esprit dit qu'il interprétera correctement le livre pour lui, et Yuk accepte l'offre. Le serpent esprit utilise son pouvoir pour plonger Yuk dans les souvenirs de la personne qui a écrit le livre. L'auteur explique à Yuk de quoi parle le livre, et quand il revient des souvenirs, Yuk explique aux filles que ce livre parle de créer une chaîne de sorts qui peut produire un résultat extrêmement puissant. Les autres filles ne comprennent pas de quoi il parle, mais Rin et le vieux sorcier du groupe de Lucent réalisent à quel point le sort est puissant. Yuk demande au vieux sorcier s'il a fini sa tâche, et il répond que les livres rouges contiennent l'histoire de la Cité dorée. Selon les livres, la Cité de la Joie était la capitale d'un royaume riche et avancé, mais un jour, ils ont dû faire face à un événement comme l'élimination, alors ils ont essayé de trouver un moyen de l'éviter. Yuk ajoute que le sort magique mentionné dans le livre vise aussi à traiter la source principale de l'événement d'élimination au lieu de juste le retarder ou d'évacuer les gens. Plus Yuk parle du sort dans le livre, plus il commence à ressentir un mal de tête aigu. Il dit à tout le monde qu'il devrait partir maintenant, et juste à ce moment, le groupe exclusivement féminin arrive aussi. Yuk et Lucent leur disent qu'ils vont battre en retraite maintenant, mais ils apprennent alors que Zack et son groupe sont allés plus loin dans le château. Yuk décide de les laisser tranquilles parce qu'ils ne peuvent pas rester plus longtemps dans cet endroit dangereux, et la leader du groupe de filles dit qu'elle restera en garde jusqu'à ce que Zack revienne. Sur ce, Yuk et ses filles quittent le château, mais ils continuent à penser à la magie dans le livre et comment elle est liée au sort de la Cité dorée. Peu de temps après, Yuk et les autres retournent dans la salle de contrôle et informent les supérieurs de leur découverte. Ils expliquent que le donjon est en fait une vraie ville d'un monde parallèle dont le roi voulait la sauver du crépuscule, alors il a utilisé une magie spéciale pour la faire traverser les dimensions. Cependant, sa magie était imparfaite, alors il a fini par transformer tous les habitants de la ville en objets. Il pose ensuite une bague qu'il a obtenue des monstres sur l'appareil spécial que les érudits ont fabriqué à la demande de Rin. Alors que Rin active l'appareil avec sa magie, il projette une vision de la Cité dorée. Le directeur demande si les bagues trouvées sur les monstres peuvent afficher des messages de la même manière que leur drone de diffusion fonctionne, mais Rin rejette cette théorie. Yuk explique qu'au début, il avait la même théorie, mais maintenant il a réalisé que les bagues stockent les informations sur les gens eux-mêmes. Il explique que le roi Varden de la Cité dorée a découvert qu'il ne pouvait pas transporter des humains dans une autre dimension même avec sa magie spéciale, alors il a créé les bagues dorées qui pouvaient les transformer en quelque chose d'autre que des humains. Le vieux sorcier dit que cette idée folle prouve que le roi était déjà sous l'effet du crépuscule, puis présente les livres qu'il a trouvés dans la bibliothèque. Il dit que le roi Verdant possédait un trésor spécial appelé l'or unique, mais ils ne savent pas exactement ce qu'il pouvait faire. Yuk se souvient que la prêtresse dorée lui a dit que l'or unique était le fruit de l'arbre du monde qui pouvait exaucer tous les souhaits, mais c'était aussi quelque chose que les humains avaient interdiction de toucher. Il pense que le roi Verdant a utilisé l'or unique pour créer les bagues et les a données à son peuple. Après cela, il a essayé de voyager à travers les dimensions, mais sa magie était imparfaite, et les gens de sa ville ont été corrompus et transformés en monstres. Yuk dit que selon la prêtresse dorée, la seule façon d'arrêter cette tragédie est de vaincre le roi et de détruire l'or unique. Le directeur lui demande s'il peut le faire, et il répond qu'il doit le faire à tout prix. Après cela, Yuk et Rin rentrent à leur hôtel quand soudain un carrosse s'arrête devant eux, et un homme laid et chauve en sort. Il dit à Rin qu'il la cherchait, mais elle ne sait même pas qui est ce type bizarre. Il se présente comme son oncle Brand, disant qu'il est ici au nom du chef de la famille Crowder pour la ramener avec lui.
Rin devient nerveuse en entendant cela, mais Yuk la cache derrière lui et dit à l'homme qu'il s'est trompé de personne. Brand connaît aussi l'identité de Yuk, et il lui dit de ne pas se mettre en travers de son chemin parce que Rin devrait retourner dans sa vraie famille. Yuk refuse, disant que Rin n'a pas de famille, et Brand envoie ses gardes pour l'emmener de force. Yuk utilise des sorts de piège et de sommeil sur les deux gardes, les assommant. Brand a peur, mais il continue à agir avec arrogance, disant à Yuk de s'écarter parce que le mariage de Rin a été arrangé avec le prince de Samutaria. Il est même prêt à le frapper, mais Yuk lui demande alors une preuve que Rin est vraiment la fille de la famille Crowder. Brand reste silencieux en entendant cela, et Yuk l'accuse d'essayer de kidnapper une fille au hasard et de la marier à la royauté d'un autre pays en prétendant qu'elle est leur fille. Brand lui dit que même si la fille n'est pas membre de leur famille, elle va devenir reine, et leur famille en tirera aussi de grands bénéfices. Il ordonne à Rin de revenir avec son père, mais elle active un sort magique en disant qu'elle ne veut pas. Elle tire un petit éclair juste au-dessus de la tête de Brand, brûlant le peu de cheveux qu'il avait sur le sommet de sa tête et lui faisant très peur. Il s'enfuit immédiatement après cela, et Rin dit à Yuk qu'il devrait rentrer avant que quelqu'un d'autre ne vienne après eux. Pendant ce temps, Brand court directement vers le deuxième prince de Samutaria, qui lui demande où est la mariée qu'il a commandée. Brand lui dit nerveusement que cela prendra un peu de temps parce que Rin a mauvais caractère depuis qu'elle est devenue aventurière. Il dit qu'elle lui a même tiré un éclair, et cela choque le prince Masmoda parce que dans son pays, les femmes ne peuvent même pas quitter la maison sans permission. Quoi qu'il en soit, il décide de donner un peu plus de temps à Brand parce qu'il a besoin de Rin pour une raison spéciale. Il lui dit aussi d'amener toutes les filles avec qui elle traîne pour qu'elle ait des amis dans son harem. Brand dit que ce sera difficile, mais Masmoda multiplie la récompense par 5, et le sale type se met immédiatement en route pour ramener toutes les filles de Clové pour son client. Sans le savoir, Yuk et ses filles continuent à élaborer des stratégies pour leur raid dans le donjon et à s'amuser dans les sources chaudes. Quelques jours plus tard, c'est le moment de la mission finale pour détruire leur unique, mais alors que Yuk et les autres discutent des détails avec la vieille sorcière, ils apprennent que le groupe de Zack a kidnappé Nibrune et l'a emmené dans le donjon avec eux. Tout le monde panique en entendant cela, mais Yuk leur dit de rester calme parce qu'ils peuvent résoudre ce problème. Il rassemble les deux groupes restants et leur dit qu'ils doivent rattraper rapidement le groupe de Zack, et ensuite ils pourront se rendre aux parties les plus profondes du château pour détruire leur unique. Ils se précipitent dans le donjon avec cela, mais alors qu'ils entrent au deuxième étage, ils trouvent un grand nombre de monstres cocons qui les attendent. La leader du groupe de filles dit à Yuk qu'elles s'occuperont des monstres, et qu'ils devraient avancer pour sauver Nibrune. Yuk objecte, mais Lucent lui dit qu'il est leur personnage principal dans cette mission, et qu'il doit continuer à avancer pour faire les choses les plus importantes pendant qu'ils le soutiennent. Suivant son conseil, Yuk se précipite en avant avec le groupe de Lucent pendant que les filles combattent les monstres. Cependant, alors qu'ils atteignent la porte du château, ils trouvent une horde de chevaliers monstres qui les attendent à l'intérieur. Lucent dit à Yuk que son groupe s'occupera d'eux, et qu'ils devraient entrer pour s'occuper de leur unique. Les sorciers du groupe de Lucent commencent à attaquer les monstres pour attirer leur attention, et profitant de cette occasion, Yuk et ses filles passent discrètement. Ils atteignent bientôt l'intérieur du château, et Nen trouve la route que Zack a prise. Elle dit qu'ils se dirigent droit vers la salle du trône, qui est exactement l'endroit où Yuk pense que leur unique se trouve. Alors qu'ils se précipitent vers la salle du trône, Yuk sent quelqu'un arriver et alerte immédiatement son groupe. Cependant, il s'avère que c'est Loge. Yuk dit à Loge qu'il a beaucoup appris de la bibliothèque, y compris des détails sur lui. Il s'avère que Loge est le fils du roi Verdant, et Nibrune est sa nièce et la petite fille du roi. Loge n'a plus besoin de cacher des choses à Yuk maintenant, et il dit que son père a fait une erreur, et Nibrune est la clé pour arranger les choses. Il souhaite bonne chance à Yuk et disparaît ensuite, laissant une bague dorée derrière lui. Le groupe de Yuk atteint bientôt la porte de la salle du trône et entend Zack rire à l'intérieur. Yuk leur dit de se préparer à combattre, et Silk appelle l'esprit du livre pour l'aider. Avec cela, ils chargent dans la pièce et trouvent Zack et ses amis profitant du butin qu'ils ont trouvé dans la chambre royale. Ils disent à Yuk qu'il est trop tard parce que leur groupe a conquis le donjon en premier. Yuk s'en moque et demande où est Nibrune, mais Marina lui dit alors de regarder au fond de la pièce. Yuk est choqué de voir le roi Varden sur le trône, et à côté de lui, Nibrune est allongée inconsciente sur le sol. Il devient furieux, pensant que Nibrune est blessée, mais Zack lui dit d'arrêter d'être sentimental parce qu'elle n'était qu'un outil pour conquérir ce donjon. Il dit à Yuk qu'il a toujours détesté son groupe depuis le début parce qu'ils sont des étrangers qui n'appartiennent même pas à cette région. Cependant, il déteste particulièrement Yuk parce qu'il est toujours entouré de belles filles. Toutes les filles de Yuk traitent Zack d'incel jaloux et lui disent d'avoir une vie, ce qui le met encore plus en colère, et il dit au roi Vordon de leur donner plus de pouvoir pour qu'il puisse battre les intrus dans son palais. Le roi l'écoute et active le pouvoir de leur unique, affolant Yuk qui ne peut pas prédire ce qui va se passer ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo sur votre écran.